Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Jacques Besson, président de l'APEC et au comité de CED Réflexion. Et c'est un immense plaisir et un grand honneur de vous avoir si nombreux avec un orateur d'exception, avec qui j'ai passé la journée d'hier. J'étais complètement ébloui, donc vous allez voir, c'est magnifique. Bon, alors juste quelques propos introductifs. La soirée, c'est 1 heure de conférence avec Romuald. Je lui pose quelques questions, puis après c'est 1 heure de discussion avec la salle. Donc vous gênez pas, Sylvie fera balader un micro, voilà. Donc je rappelle pour ceux qui connaissent pas le dispositif que exceptionnellement pendant 1 année nous sommes ici au Casar, mais normalement toutes les activités sciences et spiritualité ont lieu au Centre culturel des Terreaux, qui nous porte et qui nous portera l'année prochaine. Voilà, l'association CED Réflexion vous invite ce soir à organiser les choses. Ici, nous avons notre trésorière, Sylvie, et le past president, je ne sais pas où il s'est caché. Voilà, il est derrière, ok. Donc, l'association CED Réflexion est une association dont le but est de rapprocher science et spiritualité. Elle existe depuis 13 ans et on a eu beaucoup de saisons sur beaucoup d'événements qui relient science et spiritualité. Voilà, et cette année, on a un nouveau président qui va entrer en fonction à CED Réflexion et les conférences sur la conscience vont passer sous la responsabilité de l'APEC, Association pour l'exploration de la conscience, dont je suis le président. Et dorénavant, la saison 2025-2026 se fera sous l'égide de l'APEC et j'espère que nous pourrons retrouver les terreaux. Quant à cette réflexion, elle va continuer sa réflexion. Ce sera sur le protestantisme dans tous ses états et il y aura des immersions dans le pays de Martin Luther. Mais alors ça, c'est pour les chrétiens de la salle. Bon, pas seulement, hein, après tout, c'est intéressant, Luther, oui, voilà. Bon, et puis j'ai une dernière annonce, c'est que vous avez des flyers qui sont exposés ici sur la scène, mais aussi sur la table. L'APEC a organisé une tournée en Suisse romande du film Témoin. Témoin, c'est un film passionnant sur les expériences de mort imminente, qui a été animé, c'est un doc-fiction, mais c'est très très bien. Et voilà, il y a Christine ici qui connaît Sonia Barkala, qui est autrice de ce film, qui a eu un grand succès. Et ça va circuler dans toute la Suisse romande. Et le film sera chaque fois suivi d'un bord de scène avec des spécialistes de la conscience modifiée, de la médiumnité, de la mort imminente, etc. Et Morges, Vevey, enfin partout il y a le Valais, etc. Donc n'hésitez pas à prendre un flyer, venir aux projections du film Témoin. En présence de la réalisatrice et du comité de l'APEC à tour de rôle avec des gens, pratiquement tous les gens de l'APEC se rendront. Voilà. Donc on va venir au vif du sujet, parce que si vous êtes venus ce soir, c'est pour écouter notre ami Romuald Le Terrier. Alors Romuald, il commence déjà depuis quelques années une carrière fulgurante. Plusieurs d'entre vous le connaissent, ont lu ses livres ou vu ses vidéos. Pour mémoire, Romuald, j'ai pris des trucs sur ton site, hein, parce que comme ça, je suis sûr de la source. Il a un magnifique site, romualdleterrier.com, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, tu mènes depuis une dizaine d'années des recherches pluridisciplinaires sur le chamanisme en Amazonie. 20 ans. C'est un ancien site, à mon avis. Il faut updater ton site, mon frère. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, en gros, les sujets de recherche n'ont pas beaucoup changé. Donc, de la recherche sur le chamanisme, sur la conscience, les processus de rétrocausalité, ça c'est très fascinant. Les synchronicités, les exercices d'hier, pour ceux qui... Enfin, on va voir. Voilà. Tu es ethnobotaniste. Donc, tu es ethnologue et botaniste. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Et conseiller scientifique pour toutes sortes de films, créateur d'un festival d'art. Voilà, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, sans doute que vous en avez lu les uns ou les autres, vous avez lu quelques-uns. La danse du serpent, les plantes psychotropes et la conscience, de la jungle aux étoiles, et des best-sellers avec Jocelyn Morisson, le journaliste scientifique que beaucoup d'entre vous connaissent, à l'INRES. Se souvenir du futur, best-seller, et se souvenir de l'au-delà.
Et il a créé un jeu tout à fait marrant et intéressant pour s'exercer à la synchronicité. Le jeu s'appelle Synchronicity. Alors c'est bien parce qu'en France, il faut faire gaffe avec la Mivilude et tout. Donc moi je sais parce que j'ai été arrêté par la Mivilude une fois. Donc mais j'en ai échappé, rassurez-vous. Autrement je ne serais pas là ce soir. Donc voilà. Et il a écrit, bien sûr, aussi un collectif Phénomène chez Très Daniel, l'ouvrage Univers Esprit, tout est relié, toujours avec Jocelyn, co-auteur avec Jean Kounen, le cinéaste, d'un ouvrage de Métavers, et puis, bien sûr, son dernier bouquin, Assomption, qui sera un des sujets de la conférence de ce soir. Mais je ne vais pas spoiler le suspense. Romuald a retrouvé la Grande-Mère, la Vierge, suite au décès de sa mère. Et c'est très fort, vous verrez, c'est très fort. Et il y a dans la salle Mario Beauregard qui aura peut-être des commentaires à faire, on verra. Il est au premier rang, là. On l'a eu pour ouvrir le cycle. Bon, bah écoutez, ces investigations lui permettent de découvrir une forme nouvelle d'imaginaire. On va être en pleine conscience modifiée, on va voir l'invisible. Romuald, c'est un grand honneur et un grand plaisir de t'écouter. Je te passe la parole, tu as une petite heure. Merci Jacques, merci beaucoup pour cette invitation ici à Lausanne. C'est la première fois que je vais faire une conférence à Lausanne. À Genève, j'y étais hier et avant-hier. Je suis rentré dans les Ardennes aujourd'hui et je suis redescendu aujourd'hui et je repars demain très tôt. Donc je suis en fait un conférencier routier. Voilà. Et je me suis perdu dans Lausanne, donc j'ai marché en plus, mais ça c'est bien parce qu'à la limite ça fait faire un peu de sport. Je suis très heureux d'être ici, c'est ce que je disais à mes ateliers à Genève. En fait, c'est que il y a une ouverture d'esprit en Suisse que je retrouve avec les Belges aussi, hein, qui sont mes proches voisins, puisque j'habite dans les Ardennes françaises, donc juste à côté de la Belgique, et je fais souvent des conférences à Liège ou à Bruxelles. Et je retrouve l'ouverture ici aussi, qui n'est pas toujours la même avec les lumières de la France. Hein. Voilà. Je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Donc, comme le disait Jacques, que je remercie avec l'association de m'avoir convié à venir vous parler de mes travaux, des travaux que maintenant ça fait presque 25 ans en fait. Hein. Voilà, que je fais je devrais actualiser mon site, ça c'est sûr. Donc, je suis effectivement ethnobotaniste et j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme. Après une scolarité extrêmement difficile, parce que j'étais un enfant un peu hors système, j'ai été traumatisé par la mort de mon grand-père alors que j'avais 10 ans. Ouais, il y a un gros buzz dans l'enceinte qui est là. Alors je sais pas comment tu peux faire, à moins de débrancher une masse quelque part, mais comme on l'a trouvé, ça, très difficile. Hein. Non, c'est une masse. C'est soit avec le light ou un truc comme ça, mais c'est pas grave. Non, moi je peux faire avec, hein, ça me dérange pas, ne t'inquiète pas. Et je disais... J'en étais où ? Oui, le décès de mon grand-père m'a traumatisé. Mais au mieux de partir vers une forme de spiritualité quand j'étais un enfant, parce que quand on a 10 ans, on est un enfant, je me suis réfugié dans un matérialisme scientifique. Voilà, assez important. Et je m'engueulais avec des curés, avec des bonnes sœurs, avec des témoins de Jéhovah quand des fois ils venaient sonner à la porte. Et donc j'avais quand même une pensée très très matérialiste. Et il a fallu attendre déjà qu'une passion émerge pour pouvoir retrouver un cursus universitaire. Parce que j'ai eu une latence pendant plusieurs années où j'étais chez mes parents, après une grosse dépression à l'âge de 14 ans. Je suis resté plusieurs années chez mes parents à ne rien faire. Enfin, pas ne rien faire, je les aidais bien sûr, mais j'ai lu énormément de livres. J'ai commencé à lire Jung, je pense que je vais avoir 14 ans, Einstein, de la physique. J'ai vraiment une culture pluridisciplinaire qui m'a beaucoup aidé ensuite à faire des passerelles pluridisciplinaires et transversales entre les disciplines. Ça m'a un peu ouvert l'esprit. Les chamans, quand je leur racontais ces histoires, ils me disaient « Mais en fait, tu as fait une diète de connaissances, tu as fait une diète de livres. » Moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Hein. Donc, voilà comment j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ça. Et puis, quand je suis parti en Amazonie, parce que j'ai voulu me spécialiser sur l'Amazonie, je me suis dit, bon, autant faire un truc un peu dur, l'Amazonie me fascinait depuis que j'étais tout petit, et je me suis dit, je veux aller dans la jungle, je veux rencontrer ces chamans, je veux voir comment ils vivent, et surtout essayer de comprendre comment s'élaborent les remèdes, comment la connaissance, en fait, une connaissance pour moi qui est empirique au final, hein, de la fabrication des remèdes, comment fonctionnent les plantes, ça m'intéressait vraiment. Alors, je vais revenir quand même sur ce que je suis aujourd'hui, parce qu'effectivement, je suis ethnobotaniste et un spécialiste principalement de la zone amazonienne. J'ai travaillé beaucoup au Pérou,
avec les Indiens Shaninka, Shipibo, Konibo, avec des chouars aussi un peu en Équateur, et surtout avec des Uniquin. Super, merci. Ça s'est arrêté. Voilà. Et en fait, je pense que tu l'as coupé en fait celle-là. Ouais, d'accord. Donc maintenant je suis en mono. Donc mais ça me dérange pas. Il y a pas de problème. et donc je suis aussi un spécialiste de la zone mélanésienne. La Mélanésie, c'est dans le Pacifique. C'est tout ce Pacifique avec des peuples à la peau noire, hein, qui sont les Papous de Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Vanuatu, aussi la Nouvelle-Calédonie. Tous ces peuples qui sont un peu oubliés, si ce n'est par les anthropologues, mais souvent quand on parle des Papouasies, la Papouasie, c'est surtout pour des désastres. Soit il y a eu un tremblement de terre, une éruption volcanique ou un tsunami, et c'est un peu dommage parce que ces peuples ont beaucoup de choses à nous apprendre par rapport à la mort en fait. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur ça, qui ont une culture très particulière. On parlera de cet artefact que j'ai ramené de ma collection. J'ai beaucoup d'œuvres océaniennes aussi à la maison, et j'en ai parlé hier dans mon atelier. J'ai dit je vais quand même l'amener. Il est un petit peu lourd, mais il s'est promené dans Lausanne aussi, comme ça. Ça, c'est bien. Par où commencer ? Parce que quand je suis arrivé en Amazonie, au tout début des années 2000, j'ai commencé à faire un travail d'ethnobotaniste classique, c'est-à-dire de faire des collectes de plantes, d'essayer de voir un peu comment tout ça s'organisait. Et les chamans me disaient, mais si tu veux comprendre, il va falloir que tu te mettes dans le même apprentissage que nous, c'est-à-dire il va falloir que tu prennes l'ayahuasca. L'ayahuasca, je connaissais parce que dans les études ethnobotaniques, forcément, on en parle, mais je l'avais jamais prise et j'avais quand même la trouille. Je vais pas vous mentir parce qu'on en avait tellement écrit des choses sur l'ayahuasca que ça faisait un peu peur. C'était pas uniquement une petite télévision où on regarde des choses dans la forêt. C'est le corps. L'écran de télévision, il est dans le corps en fait, avant d'être dans l'esprit. Donc j'ai commencé à travailler avec des chamans. J'ai pris l'ayahuasca. La première cérémonie, c'était comme une espèce des soreuses 1100 tours minute au niveau cognitif, c'est très très fort, une expérience très forte. Mais j'étais encore dans des rationalisations en me disant bon bah tout ça c'est des hallucinations quelque part, c'est peut-être un accès à l'inconscient certainement, parce que je reconnaissais quand même des grands archétypes jungiens aussi à l'intérieur du monde visionnaire. Et il y a d'ailleurs Benny Shannon qui est décédé il y a pas très longtemps, qui avait fait un gros livre sur les archétypes, les visions de l'ayahuasca. Un livre qui s'appelle Aux antipodes de l'esprit, que je vous conseille d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, mais j'avais encore ces espèces de déni matérialiste. Donc, pour enlever ça, je suis allé vraiment plus loin dans la jungle. J'ai un ami qui me dit, écoute, moi, je connais vraiment un chaman qui devrait t'intéresser parce qu'il y a des pouvoirs surnaturels au terme où toi tu l'entends, des pouvoirs psy. Et comme j'étais en anthropologie un grand fan d'Ernesto de Martino, qui a écrit le Monde magique, qui est un corpus de récits sur les capacités psy des chamans, des indigènes, quatre coins du monde, que ce soit des phénomènes de télékinésie, de voyance, de précognition. On me dit, il y a un autre Ernesto, qui s'appelle Don Ernesto, qui, lui, sur le Rio Caleria, est un spécialiste de créer des rêves prémonitoires. Ouais, ça m'a beaucoup intéressé, donc je suis allé le voir. Et au début, il était déjà très âgé, même s'il faisait pas trop son âge, il était très âgé quand même. Et il me dit, écoute, moi je prends plus d'apprentis, mais tu m'as l'air d'être sympathique, donc tu vas pouvoir rester quelques mois avec moi pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Et donc on a commencé à faire des rituels d'ayahuasca, des prises de tabac aussi, et puis des diètes de plantes. Et surtout, il y a un événement que je raconte souvent, qui a été majeur pour moi pour essayer de me faire comprendre que ces expériences d'ayahuasca, elles dépassaient ce qu'on pouvait comprendre de la cognition classique, de la psychologie classique, on va dire. Hein. Notamment par rapport à ce qui est le plus intime chez nous, c'est-à-dire notre subjectivité, ce qui est censé être complètement hermétique, notre intimité psychique. Et donc, j'ai déjà raconté plein de fois dans des conférences cette histoire, mais je vais quand même la raconter une autre fois parce qu'elle est importante pour le déroulé en fait de mon propos. Donc j'étais avec Don Ernesto dans la jungle et il y a un Canadien qui venait prendre l'ayahuasca. C'était pas Mario, hein, je tiens quand même à le dire tout de suite. et donc Ernesto lui dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux prendre avec nous, on n'est que tous les deux, tu peux prendre le soir. Le soir, on prend l'ayahuasca, donc on est dans une maloca, la lumière est éteinte, on vient de boire un petit verre d'une ayahuasca comme assez forte.
Le Canadien est en face, Ernesto est là, moi je suis là, on a une distance de près de 4-5 mètres chacun. La lumière est éteinte et moi j'ai les yeux fermés dans ma propre subjectivité et je vois apparaître au bout d'une demi-heure des vortex, de patterns énergétiques, des choses qui tournent comme ça. Et puis dans ce vortex, je vois le Canadien qui semble descendre comme s'il faisait la planche en fait et qui me regarde. Je me dis, c'est marrant quand même ça. C'est tout, après je pars dans d'autres visions. Mais le lendemain, quand on a au petit déjeuner, là, quand on est allé manger nos bananes plantains, je dis, et hier, j'ai vu dans les visions, moi j'ai vu un vortex comme ça, et le Canadien me dit, ah oui, je t'ai doublé. Alors là, cette expérience-là, je pense qu'elle a achevé une partie de mon matérialisme, parce que je me suis dit, attends, on est chacun dans sa subjectivité, comment on peut partager une vision? Puisque c'est pas de l'hypnose, puisque de toute façon on ne comprend rien au chant du chaman, on ne comprend pas ce qu'il dit en fait, hein. C'est du langage shipibo, d'autres ethnies, en plus ces langages sont des langages métaphoriques, c'est-à-dire c'est pas des langages qui sont descriptifs, c'est des langages elliptiques pour pouvoir approcher les esprits, parce que les esprits sont pas saisissables par des concepts, dès qu'on veut commencer à mettre une étiquette dessus, oui, c'est impossible, voilà, c'est comme un poisson qui s'échappe. Donc je me demande qu'est-ce que c'est que cette expérience. Et avant de m'enseigner à créer des rêves prémonitoires, Ernesto me dit, écoute, si tu veux comprendre ces histoires de vision collective, va chez les Uniqueen, parce que eux, c'est vraiment des spécialistes de ça, ils chassent avec les visions collectives. Puis ils chassent. Donc je dis, ok, je vais sur le Rio Purus et je vais chez les Uniqueen. Je discute un peu avec un chef de tribu, avec un chaman, il me dit, ok, tu peux rester un peu, on va te montrer un truc. Et donc un soir, je prends une cérémonie avec plusieurs chamans qui sont aussi des chasseurs de la tribu, et je me retrouve dans une vision collective en forêt avec eux, comme si c'était en fait une espèce de réalité virtuelle, avec la forêt. Donc je vois qu'on se déplace et qu'on avance dans la forêt comme si on était dans un jeu vidéo en fait, hein, par la pensée, avec ça semble se déplacer comme si c'était sur un tapis roulant. Et à un moment je vois un grand lupuna, c'est un arbre de la forêt, et là je vois un pécari qui passe sa tête. Le chasseur qui était derrière moi, qui envoie une fléchette de lumière, il le tue. On se déplace. Hop, on va plus loin, il y a un autre arbre, il y a des perdrix. Là, pareil, les perdrix, ils en attrapent 2 et tout. Et puis ça continue comme ça. Après, les effets de l'ayahuasca s'estompent. Et une semaine après, les chamans me disent, viens, on va à la chasse. Je dis, moi, j'ai pas trop envie, j'aime pas trop tuer les agneaux, tout ça et tout. Non, mais tu chasseras pas. Puis je dis, la chasse de quoi? La chasse qu'on a fait la semaine dernière ensemble. On va la faire cette semaine, c'est cette semaine. C'est là, c'est aujourd'hui. J'ai dit, attendez, la chasse qu'on a fait la semaine dernière dans le monde des visions, c'est une réalité en fait, c'est pas un... Oui, oui. Et là, je les suis, et en les suivant, je reconnais le paysage de la vision. Je vois le grand lupuna, à ma grande surprise, sans trop de surprise en fait. Je vois le pécari qui passe sa tête, le chasseur qui est derrière moi, avec un vrai arc, cette fois-ci, chasse le pécari. Le pécari est chassé. Les perdrix, pareil, au bon endroit, dans l'arbre, 2 chassés. Enfin, c'est vertigineux, parce que non seulement c'est une vision collective, mais en plus, on peut empiriquement voir que dans la réalité, dans le futur, ce qui a été vu dans le passé correspond. Alors, suite à cette expérience-là, je dis, moi, il faut que je comprenne ce qui se passe là. Donc, je retourne voir Ernesto qui se marre et qui me dit, bon, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va commencer par essayer de travailler avec les rêves, c'est le plus facile, pour que tu comprennes déjà comment ça fonctionne. Pour faire un rêve prémonitoire, il me dit, tu vas, dans un de tes rêves, prendre une image ou un morceau du rêve qui t'impressionne, voilà, avec une charge émotive. Et puis tu vas demander à ce que ce motif-là, il apparaisse ensuite dans la réalité au bout de quelques temps. Oula, j'ai dit, c'est de la magie ça. Faire sortir un truc d'un rêve dans la réalité. Oui, il me dit. Donc moi, 2-3 jours après, je fais un rêve avec un jaguar, un beau gros jaguar avec des yeux rouges, bien flippant, qui mettait sa patte comme ça sur un tas de pièces d'or. Et je lui dis, je me réveille un peu en sueur, parce que c'est quand même un peu flippant. Je dis, c'est une belle image quand même. Mais après, je dis, tiens, je vais voir ça. Je me dis, c'est stupide, parce qu'on ne voit jamais de jaguar dans la forêt, parce qu'ils sont toujours cachés. Donc, et puis si on croise un jaguar, on va pas s'en souvenir longtemps, quoi. Donc je me dis, c'est nul, t'as fait n'importe quoi, en fait, t'aurais dû choisir autre chose. Mais le hasard, quand il est conscientisé, n'est pas du hasard, a fait qu'en fait, j'ai dû partir à Pucallpa une semaine après. Et donc j'arrive à Pucallpa et au détour d'une rue, je vois une énorme pancarte publicitaire pour une banque du Pérou, Crédito del Pérou, de l'Amazonia, et le jaguar, mon jaguar énorme, les yeux rouges ostentatoires, sa patte sur le tas de pièces d'or. Oui, ça avait du sens, c'était pour une banque. Donc
Moi, j'éclate de rire. Je le vois, je fais oh le motocarrosse, il était mort de rire. Il est fou ce mec-là. Et j'ai repensé bien sûr à mon rêve immédiatement. Je dis mais c'est l'image du rêve. Alors je retourne voir dans la jungle Ernesto. Je lui dis Ernesto, j'ai vu le jaguar du rêve. Il me dit que c'était comment? En ville, qui me dit ça. Je lui dis oui, c'était une affiche. Alors il rigole. Il me dit qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu l'affiche? Je lui dis j'ai repensé tout de suite à mon rêve. Alors, avec un micro dans les mains, ça va peut-être être dur. Et il me dit, dans le futur, quand tu as vu l'image du jaguar et que tu as repensé à ton rêve que tu avais fait 10 jours avant, tu as rétro-projeté cette image dans le rêve. Tu as influencé le rêve dans le passé. En fait, Ernesto m'a appris que pour créer des rêves prémonitoires, il faut savoir élaborer des boucles temporelles par la conscience, en fait. C'est de la rétroaction, c'est de la rétrocausalité, on appelle ça, qui permet du futur influencer le passé. C'est ça la rétrocausalité, parce que c'est un peu un mot barbare. D'ailleurs, cette rétrocausalité, dont on parle beaucoup, c'est un concept très francophone qui a été développé par Costa de Beauregard dans les années 50-60, qui était un physicien, et qui... c'est un cousin peut-être, je ne sais pas. Un grand monsieur en tout cas. Et Costa de Beauregard, en fait, il est le premier à imaginer des particules qui remontent le temps, en fait, et donc qui peuvent redescendre du futur vers le passé. Mais ça ne va pas être repris par les anglo-saxons. Tant mieux pour nous, parce que quelque part, tout ça est lié à un concept de physique quantique que vous connaissez certainement, qui est la superposition d'états. C'est l'expérience du chat de Schrödinger, qui, tant qu'il n'est pas observé, il n'y a pas de décohérence en fait de la fonction d'onde, donc il est potentiellement mort et vivant en même temps. Les anglo-saxons adhèrent à l'idée de Hugh Everett, qui est un disciple d'Einstein, qui dit en fait que toutes ces superpositions d'états, elles existent en parallèle. C'est le multivers quantique, on va dire anglo-saxon. Dans la rétrocausalité, nous on dit la même chose, sauf que ces superpositions d'états, elles n'existent que sous forme de virtualité. C'est-à-dire, elles existent sous forme de futur potentiel. Et Ernesto disait ça. Et Ernesto disait, mais le futur, en fait, le temps en général, c'est comme un grand serpent. On va dire que peut-être au bout de sa queue, pour nous, ça serait le Big Bang, donc à son début. Ensuite, tout son corps, son grand corps d'anaconda, ça serait le passé. Et il situait le présent au niveau de sa tête, au niveau du cou. Mais par contre, la tête du serpent, c'était une infinité de têtes qui représentaient des futurs, en fait. Des futurs à actualiser, à potentialiser. Bon, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit, oula, j'en ai un peu mal à la tête. On était quand même en 2006, 2007. Notre ami Philippe Guillemont, qui est venu ici il y a quelques semaines, je crois, n'avait pas encore écrit du tout la route du temps. Et moi, j'avais pas trop de modèles pour expliquer ça, mais j'avais vu déjà des liens avec la synchronicité. Et Ernesto me disait, mais tu sais, après ces histoires de rêves prémonitoires, il me dit, tu sais, le réel, il est aussi plastique qu'un rêve. Il dit, tu peux faire apparaître des choses dans la réalité, mais il faut qu'il y ait du hasard. Quand on dit le hasard n'existe pas, mais bon Dieu sait qu'il existe, on en a besoin. Il est le support de la conscience dans le futur. Du futur, c'est sur le hasard qu'agit en fait la conscience sur la matière. Alors après, et ça peut être compliqué, ce que j'explique, mais c'est très simple en fait à mettre en œuvre. Vous pouvez vous exercer à faire ça très facilement. Vous pouvez d'ailleurs prendre des... Moi, j'ai fait un protocole après. Alors, quand je suis rentré d'Amazonie, je suis resté avec ça un petit peu sous le coude. Je savais pas quoi en faire. Je me disais, mais toutes ces idées, les synchronicités. J'avais expliqué l'histoire du scarabée de Jung à Ernesto. Je lui ai dit, tu sais, il y a un vieux monsieur en Suisse qui était quand même un génie et qui avait certainement expérimenté des choses que tu connais. Et il me dit, je lui réexplique l'histoire du scarabée. Le scarabée, vous savez, vous connaissez toute cette histoire, le scarabée qui toque. La patiente, elle l'avait vu dans un rêve façon égyptienne, avec le scarabée qui est un peu le médiateur vers l'au-delà, tout ça. Donc, ça énervait Jung. Jung ouvre la porte, le scarabée rentre. Il me dit, tenez, regardez, le voilà, vos scarabées. Mais déjà, Jung, à l'époque, avait imaginé qu'il y avait peut-être un effet rétrospectif. C'est-à-dire d'avoir pensé, à l'époque, qu'il y avait peut-être une cause derrière ça. Peut-être que la personne, la patiente, en voyant effectivement son scarabée rentrer dans la pièce, a forcément repensé à son rêve. Alors Jung, ils n'avaient pas de modèle de rétrocausalité à l'époque, et donc avec Pauli, parce que le concept de synchronicité, c'est pas que Carl Jung, c'est une collaboration avec Wolfgang Pauli, qui était prix Nobel de physique, que d'ailleurs Jung a analysé aussi, et c'est à partir de là, en fait, que va s'élaborer le concept de synchronicité, mais de façon acausale.
Et les psychanalystes jungiens, ils sont très attachés à ça, en disant mais les synchronicités c'est acausal, on peut pas les provoquer parce que c'est une cause qui n'a pas de cause au final. Sauf que ça, je pense que, mais ça n'engage que moi, je pense que c'est parce que Jung n'avait pas de modèle de rétrocausalité à l'époque et que ça n'existait pas. On était dans les balbutiements de la physique quantique et même à l'époque, les grands spécialistes se disputaient un peu pour savoir comment tout ça s'organisait. Aujourd'hui, moi, dans mes travaux, j'essaye de voir les liens qu'il y a avec le vivant, une épigénétique du futur, c'est-à-dire une influence du futur rétrocausal sur le vivant. Je travaille beaucoup sur ça, c'est aussi le sujet de mon prochain livre. Quand je suis rentré d'Amazonie, donc je suis rentré avec tout ça, je savais pas quoi en faire, et en 2012, je vois un article de Nexus où il y avait écrit par Jocelyn Morisson avec Philippe Guillemant, la double causalité. Ouh, je dis là, ça me parle. J'appelle Philippe à l'époque, je lui dis voilà, je suis ethnobotaniste, je travaille sur la rétrocognition. Il dit quoi, la rétro quoi, machin. Et alors là, je lui explique les concepts, il était fou. Il me dit il faut qu'on se voit, faut venir à l'Estachon. Je lui dis non, j'ai un festival d'art visionnaire, je vais vous inviter. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur tout ça. Donc son modèle est très intéressant à Philippe parce qu'effectivement, l'idée d'un continuum espace-temps qui soit flexible peut expliquer effectivement ces histoires de rétrocausalité. Parce que c'est pareil, il y a souvent un truc qui est dit qui est un peu, pour moi, un non-sens. On dit le temps n'existe pas. C'est Einstein qui a dit ça, mais il n'a pas dit ça en fait. Il a dit ce qui n'existe pas, c'est la perception sérielle du temps. Mais il a dit en fait, l'illusion, c'est que on pense qu'il y a un passé, qu'il y a eu un passé, et puis qu'il y a un présent et qu'il va y avoir un futur. Le temps existe de façon simultanée. Le passé existe encore, le présent bien sûr, et le futur existe, mais sous forme aussi de virtualité à potentialiser selon les choix du libre arbitre et différentes possibilités donc vont descendre dans la matière. Selon justement le tricotage qu'on fait avec l'espace-temps lorsqu'on fait ces boucles de rétrocausalité, qu'on fasse des rêves ou qu'on crée des synchronicités, en fait, au lieu d'avoir... Ernesto disait, si on pouvait voir nos lignes de vie, c'est un peu comme un plat de spaghettis quand elles sont au hasard, mais quand elles sont conscientisées, en fait, ça fait comme une étoffe. C'est tissé. Et à partir du moment où c'est conscientisé, en fait, ça s'organise. Il y a un exemple que je peux vous donner qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il colle parfaitement avec ces histoires d'influence du futur sur des organismes vivants. Ça se trouve en Nouvelle-Guinée, dans la région du Sepik, une région qui s'appelle le Maprik. Il y a un peuple qui s'appelle les Abelam, qui sont des cultivateurs d'igname. Et en fait, toute leur vie culturelle est rythmée par la culture de l'igname. Et notamment un concours annuel de celui qui aura la plus grosse igname. Je sais, ça va vous faire rire. Celui qui aura la plus grosse. Bon. Igname. Une igname, en général, c'est un tubercule qui fait à peu près entre 60 et 70 cm. On en voit des fois dans les rayons de fruits tropicaux. C'est bon, le pot-au-feu, moi j'en mets des fois. Et à la place des pommes de terre. Et ça peut faire à peu près 1 mètre au maximum pour un poids d'une dizaine de kilos. Dans la fête du Wapi, chez les Abelam, il y a un maître de l'igname qui est consacré parce qu'il a réussi à faire pousser la plus grosse igname. Mais là où ça défie les lois de l'horticulture, parce que même s'ils ont sélectionné au fur et à mesure du temps des espèces d'ignames qui sont un peu plus grandes que les autres, ils arrivent à sortir de terre des ignames qui font parfois, les plus grosses faisaient 4 mètres de long pour un poids de 100 kilos. Donc ça défie l'entendement. Mais pour faire pousser ces ignames, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, pendant 9 mois, symboliquement, hein, le temps d'une gestation, pendant 9 mois, à partir du moment où il va planter dans la terre son repique d'igname, en fait, c'est plutôt des hommes d'un certain âge déjà. Pendant 9 mois, il ne va pas toucher sa femme. Il va se concentrer sur l'igname. Un objectif dans le futur, c'est que ça soit lui qui soit le vainqueur avec la plus grosse igname. Donc il se concentre sur essayer de se la représenter dans sa dimension, au moment où aussi on va la sortir de terre, qui est un acte assez incroyable, parce qu'en fait, quand ils sortent l'igname de terre, il y a un être humain, parce qu'elles sont très grandes, et on leur met en plus des masques en vannerie extrêmement sophistiqués, ce qu'on a l'impression que c'est une sorte de processus de résurrection végétale des ancêtres, en fait, qui passe par l'igname. Et comme ces peuples, il y a encore quelques dizaines d'années étaient anthropophages, il y a tout encore cette idée de la circulation des ancêtres qui viennent nourrir, en fait, le collectif de la tribu. C'est symbolique, bien sûr, là, dans ce cadre-là, chez les Abelam. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au début de la croissance de la plante, souvent, il se concentre pour avoir des rêves,
Donc ils s'isolent, ils n'ont pas trop de contacts sociaux, ils sont dans une dimension où en fait ils vont essayer de pas trop parler, pas trop échanger. Ils ont du temps où ils font beaucoup de siestes pour avoir des rêves. Et ils ont des rêves qui portent sur la fin du processus, c'est-à-dire au moment où on sort l'igname. Et souvent, celui qui voit le mieux l'igname, sa taille, sa dimension, lorsque le jour arrive et qu'on sort en fait cet igname, il repense à son rêve dans le passé. Et ce faisant, non seulement il rétroprojette une image dans son inconscient, dans son rêve, des fois 9 mois, donc presque 9 mois en arrière dans le passé, mais surtout ça influence la croissance de l'igname. Donc ces boucles, en fait, sont des boucles quand même épigénétiques. Il y a vraiment une influence du futur sur le vivant par la rétrocausalité. Voilà ce que je voulais un peu vous parler. Je regarde parce que je parle beaucoup, je me rends pas compte quand même. Ah oui, déjà 19h38, mine de rien. Ça marche. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai expliqué tout ça dans ce souvenir du futur. J'ai abordé toutes ces questions, j'ai essayé de les développer aussi par rapport aux synchronicités. Alors, en 2013, suite à des longues discussions avec Philippe, on se dit, tiens, on essaierait bien de créer quand même volontairement les synchronicités. Moi, j'étais encore très dans le postulat jungien en disant, je sais pas quand même si c'est possible et tout, j'en sais rien, on peut essayer. Alors lui, il travaillait sur des phrases, moi je me suis dit, je vais utiliser des animaux en fait. Parce que Ernesto, le chaman, m'avait dit, mais tu sais, même si vous vivez en ville, tout ça, on a un très très grand héritage en fait d'ancêtres qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et on est quasiment de façon subliminale, oui, c'est pas ces mots à lui bien sûr, hein, c'est pour vous faire comprendre, de façon subliminale, adapté à repérer dans notre environnement des animaux. C'est vrai, hein, si vous avez, par exemple, vous vous baladez en forêt et que y a une branche qui ressemble à un serpent, votre proprioception inconsciente, elle va tout de suite capter qu'il y a un danger. Donc j'avais décidé de faire une boîte où j'ai découpé des animaux, et puis j'ai pris des symboles dans une autre boîte parce que en bon jungien et en étant un adorateur des écrits de Jung, de Marie-Louise von Franz, des Suisses que j'adore, voilà aussi, hein, je suis dans leur pays, je suis très content. Je me suis dit, tiens, le ciment de la réalité, en dessous des bases de la physique, tout ça, à mon avis, c'est les archétypes, donc utilisons les symboles, on verra ce que ça donne. Donc le 11 janvier 2013, j'ai décidé de faire la première synchronicité créée, je fais ça un peu au hasard, je prends un cahier, dans une boîte, je sors 2 animaux, ça m'arrange pas, le premier que je vois c'est un rat, et l'autre c'est un hérisson, je les pose. Je dis, je prends le rat, je marque le rat, et au niveau des symboles, je prends, c'était un cristal, je me tiens, le cristal, allez hop. Hop, je referme ça, je dis, je mets un timing j'avais mis 15 jours, je mets 15 jours, je referme, et puis voilà. Ça s'est pas manifesté 15 jours après, ça s'est manifesté 2 heures après. Je prends la télécommande de ma télévision sur mon canapé, elle me glisse des mains, je sais pas pourquoi, elle retombe, boum, ça change le programme de la télévision, et on atterrit sur une chaîne de jeux vidéo, bien sûr que je ne regardais jamais, avec un rat avec des cristaux de quartz sur le dos comme ceux d'un hérisson. Waouh! Je me dis, c'est ma synchronicité. J'avais une joie, en tout cas, j'ai ressenti une vive émotion, en tout cas. Et je suis sorti dans le jardin tellement j'étais excité. Le jour-là, il pleuvait. Je me rappelle, il faisait froid, il pleuvait, et je me suis dit comme ça, c'est incroyable, l'univers répond. Et en fait, c'était juste et c'était pas juste. C'était naïf, en fait, de penser ça. C'est plus vaste que ça. Je pense, en fait, que les synchronicités, quand on les crée, alors comment ça s'articule, je vais quand même vous expliquer. En fait, quand moi j'ai vu ce personnage composite, j'ai repensé aux cartes que j'avais tirées, là, dans les 2 paquets. Ce faisant, c'est un acte de rétropsychokinèse. Ça agit sur l'aléatoire. C'est comme si je me donnais les cartes à moi-même de façon inconsciente, en fait. Voilà. C'est comme ça que je comprends le processus aujourd'hui. Alors, on a fait un jeu. Je voulais pas faire de jeu au début parce que je trouvais ça naze, parce que je disais, ben non, c'est sérieux quand même ce que je fais. J'ai pas envie qu'on en fasse un jeu. Et Philippe de West, qui est un Belge, et les Belges sont très persuasifs, inventifs, créatifs, comme les Suisses. Et il me dit, mais moi, tu devrais en faire un jeu, parce que moi, je trouve que c'est intéressant, parce que vos débats scientifiques de savoir si on peut créer des synchronicités ou pas, c'est bien gentil, mais si par contre, on apprend aux grands-mères et aux grands-pères, avec leurs petits-enfants, à créer des synchronicités le dimanche quand ils font des gaufres, c'est pas plus intéressant quand même, qu'il me dit. Et là, je prends un peu une claque dans mon ego, je me dis, mais c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça permet de passer sous les radars de la controverse sans fin. Parce que quand les scientifiques ils veulent pas voir, j'en suis un. Donc je sais de quoi je parle. Donc je me dis, ok, on va faire un jeu. Donc du coup, on a fait ça, et je trouve que c'est marrant, parce que moi j'appelle ça du coup la résistance ludique. Tu amènes un outil de conscience puissant
au moment des gaufres. C'est pas pour me faire rigoler. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne en fait de créer des synchronicités. Mais c'est pas uniquement de faire mumuse en fait avec l'univers qui répond et qui donne des signes, parce qu'on pourrait se dire oui, mais ça sert à quoi tout ça? À quoi ça sert de créer des synchronicités? C'est une question que je me suis longuement posée. Et aujourd'hui, après 10 ans de recherche sur le sujet, avoir fait des ateliers, avoir donc du data aussi, c'est-à-dire des gens qui renvoient des informations, de la pratique. Et plus on pratique de faire des synchronicités comme ça, une par mois, moi je dis d'en faire une par mois, plus on pratique, plus elles sont intenses, plus elles se manifestent vite. Donc il y a quand même quelque chose de cognitif dans cette histoire. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que je pense qu'il y a un lien avec des grands courants philosophiques aujourd'hui qui essayent d'explorer la nature de la conscience, que ce soit l'idéalisme analytique de Kastrup, que ce soit le nomisme réflexif, que ce soit le portalisme. L'idée en fait que de créer des synchronicités, quelque part, c'est un acte cognitif, mais une cognition étendue sur la réalité physique. Alors, ma cognition, là, je peux lever mon bras, ok, mais on va dire qu'en gros, ma cognition va s'arrêter à mon épiderme. Si là, en me concentrant très fort, je veux faire bouger le corps-var, je vais peut-être y arriver, mais à mon avis, c'est balèze. Alors qu'avec les synchronicités, comme ça se construit dans une boucle entre deux temporalités, il n'y a aucun effort à faire. Il suffit juste de constater, et ça agit sur l'aléatoire dans le passé. Je pense vraiment que les synchronicités, c'est un sens. C'est un nouveau sens et un nouveau accès de notre volonté au réel. Il y a des auteurs qui sont chez vous que je trouve extraordinaires, comme Dominique Bourg, comme Sophie aussi qui est là, comme Gerald Hayes, La conscience cosmique. Je prononce peut-être mal les noms, mais en tout cas, ces livres sont des livres fabuleux, parce que effectivement, je pense que les synchronicités peuvent être aussi un moyen d'expérimenter l'idéalisme, d'essayer de voir comment s'articule justement notre conscience, une forme de cognition qui est développée, déployée sur la réalité physique, parce que ce n'est certainement pas une réalité physique en fait. C'est ce qu'on pense être une réalité physique. Et d'ailleurs, on verra après, quand je vais parler de l'ascension, qu'il y a des passerelles évidentes avec non seulement l'expansion de la conscience au moment du décès, mais une expansion qui switch sur l'environnement, sur l'écosystème. Donc tout ça, ça a construit mon quotidien un peu dans des années. Ça m'a éveillé à une forme de spiritualité, aux sciences de la conscience. Donc mon matérialisme, je l'avais un peu oublié parce que plusieurs fois avec les chamans, j'ai passé quand même ma tête de l'autre côté du voile pour voir ce qui se passait de l'autre côté, de voir un peu le monde des morts, comme disent les chamans. L'ayahuasca, ça veut dire en quechua la liane des âmes, la liane des morts. Et Ernesto disait, c'est la liane qui permet d'aller dans le monde des morts sans qu'il y ait la mort du corps physique. De voir en étant vivant. J'ai eu 2 expériences très fortes. Je ne sais pas si j'ai le temps de les rappeler, sinon je pense pas, c'est trop tard. Si. Bon, je vais en rappeler une parce qu'elle est particulièrement étonnante. J'étais dans la jungle un jour avec un autre chaman qui s'appelle Ruperto, et j'étais seul avec lui. Et à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un soldat allemand qui était en face de moi, avec son uniforme, un visage assez blême. Ça m'a fait très peur. J'ai fermé les yeux. Et quand j'ai rouvert un peu les yeux 3-4 minutes après, il était encore plus près. Ça m'a fait super peur, je me suis reculé, j'ai crié, et après il s'est échangé un truc mentalement avec moi, j'ai compris quelque chose, un enseignement, il n'arrêtait pas de me dire, si tu es vivant, c'est parce que je suis mort. Et il faudrait reconnaître mon sacrifice. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Après je bascule, il y a un effet de basculement, je me retrouve dans une autre vision, où là je suis sur un pont, il pleut, ça semble être en hiver, un pont mal éclairé, et je me vois dans la peau de quelqu'un d'autre, un petit monsieur assez costaud, et qui se jette sur un soldat allemand, qui est un berger allemand, qui le tabasse et qui l'étrangle, et qui jette aussi le chien à la Meuse, enfin il jette les 2 personnages à la Meuse. Et c'est très éprouvant pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui fais en fait l'action, je le vis comme en première personne, cette espèce de souvenir, cette rémanence-là. Et puis il me montre ensuite des espèces d'arbres généalogiques en me disant ta mère, Marilène, est née après la guerre parce que ton grand-père est revenu. Et en fait, ce que je comprends assez vite, c'est que c'est mon grand-père qui a tué cet Allemand. Mon grand-père du côté maternel. Donc, moi, je dis, je suis un peu dans l'émotion, dans la purge, là, dans l'ayahuasca. Je dis, ok, j'en parlerai à mes parents et on allumera une bougie à la date anniversaire de cette cérémonie, tous les ans. Bon, je rentre en France, j'en parle à ma mère, elle était encore vivante, ça c'était il y a plus d'une 15aine d'années, et je lui raconte cette histoire. Je vois ma mère qui vient toute blême,
Elle me dit, non mais c'est vrai hein, cette histoire. Je dis quoi? Parce que je pensais que c'était un truc fantasmé en fait. Je pensais pas que c'était réel ce truc-là. Elle me dit non, c'est vrai. Ton grand-père, qui s'est sauvé des souterrains du château fort de Sedan. C'était un camp de détention. Et pour aller voir ta grand-mère avant d'essayer de se sauver en zone libre, il est passé par la passerelle Saint-Vincent. Il y avait un soldat allemand avec un chien. Il les a tués, il les a jetés à la Meuse. Donc non seulement là il y a un contact avec un défunt dans le monde des visions, mais encore des informations qu'on peut vérifier la véracité ensuite. Donc là, ça a commencé à me poser des vrais... Là, à ce moment-là, j'étais vraiment... il y a eu plein d'expériences comme ça, il y en a eu d'autres aussi. Je me suis dit, bon, maintenant, ton matérialisme, tout ça, tu peux quand même un petit peu t'asseoir dessus, quand même, Romuald. Faut quand même pas déconner. Là, t'as quand même des preuves. Si tu les vois pas, c'est que tu veux pas les voir. Donc le déni du scientifique, je sais ce que c'est. C'est vraiment un truc... D'ailleurs, pour moi, c'est un vice de l'esprit, ce truc-là. Et voilà. Donc... j'étais bien avec ça, je me dis maintenant, je crois, mais les esprits, le monde des morts, les ancêtres, tous les peuples premiers, natifs que j'ai eu la chance de rencontrer, ils vous disent pas, ce sont pas des croyances. On ne croit pas au monde des esprits, c'est une expérience. C'est vous qui êtes dans vos histoires de croyances et donc vous avez forcément, puisque c'est une croyance, c'est un doute, machin. J'avais une grande discussion avec Ernesto qui me dit, votre problème, c'est parce que vous pensez qu'on est des croyants. On n'est pas des croyants, on est des gens, on sait, en fait. Voilà. Et ça me fait penser à la phrase de Jung quand il était interviewé par Freeman à la BBC à la fin de sa vie. Il y a Freeman qui lui dit comme ça, Monsieur Jung, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Jung, il a fait, je ne crois pas, je sais. C'est une très grande différence. Faire l'expérience de ces phénomènes nous amène dans une autre dimension. Vraiment, c'est pas de la foi, c'est un savoir. Voilà, c'est croire, savoir, pouvoir, comme disait Chomeil, voilà, qui s'était occupé des Yaguas en Amazonie colombienne. Donc, à ce moment-là, je me dis voilà, t'es un homme complet, t'es ok avec tout, t'en as fini avec ton déni du matérialisme, sauf que je vais perdre mes parents en 6 mois d'intervalle. Ma mère va partir en septembre 2021, des suites du diabète, de complications cardiovasculaires. Elle ne se réveillera pas d'une opération. Et là, je vais être effondré, parce que j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. Ma mère, mes parents étaient des artistes, tous les deux. Mon père était un peintre, ma mère, elle était une conteuse et une femme de théâtre. Donc, ils m'ont donné la passion des arts. Et c'est d'ailleurs avec ma mère, à l'âge de 14 ans, que j'ai commencé à construire une collection d'art premier, d'art africain, d'art océanien, et ensuite des choses que moi j'ai ramenées d'Amazonie. J'en ai tellement que j'ai plus de place chez moi, je sais même pas quoi en faire. Des fois, je mange avec un masque, une tête surmodelée Yatmoul à côté de moi. Enfin, bref. Et en fait, quand elle part, c'est terrible pour moi parce que tout s'effondre et je ne crois plus en rien. Là, le démon du matérialisme vient me rechercher en pleine face, à tel point que je n'arrive pas à imaginer mes parents dans un au-delà étant bien, une fois qu'ils sont partis tous les deux, et je ne peux pas les imaginer autrement qu'en train de se décomposer dans leur cercueil. Qui est un truc très obsessionnel, très difficile. Je pense que beaucoup de gens qui ont perdu des proches et qui sont inhumés pensent à ça, mais on n'en parle jamais, ça aussi c'est un tabou. Donc je suis super pas bien, et on est le week-end de l'Assomption 2022. Et dans mon jardin, je me souviens avoir dit à voix haute, c'est important de le dire à voix haute, je me souviens avoir dit à voix haute, mais maman, si t'es quelque part, si une partie de toi survit, si encore ta personnalité, je me rappelle, j'ai dit ce mot-là, survit quelque part, essaie de me faire un vrai signe. Mais un vrai signe, quoi, pas une pareidolie dans le café en forme de cœur, un vrai signe, quoi. Et j'oublie. Un quart d'heure après, il fait 38 degrés, donc je vais me servir une bière, un machin, et mon fils me dit... Papa, maman, elle fait une exposition à Ruette, en Belgique, c'est à côté du Luxembourg. Est-ce que tu veux qu'on aille au vernissage? Et comme je suis pas trop bien dans mes baskets, je dis ouais, c'est bien, ça nous changera les idées. Je prends la voiture et sur mon GPS, je vois Aviotte. C'est dans la Meuse. Il faut faire un détour de 20 km, 15-20 km pour aller voir ça. Et je sens que je dois aller là-bas. Je suis vraiment attiré. Il dit mais non, il faut que j'y aille. Mon gamin, il avait 12 ans. Ouais, mais papa, moi ce soir je joue aux jeux vidéo, j'ai une compétition en réseau, machin. Je lui dis mais Ronine, moi je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là-bas. Il me dit on n'a pas le temps. Donc je vais quand même là-bas. D'habitude je lui cède tout, mais pas ce jour-là. On arrive devant la basilique d'Aviotte, qui est un endroit absolument sidérant. C'est une petite cathédrale posée dans un village minuscule avec autour les champs
et la forêt. On l'appelle d'ailleurs Notre-Dame des Champs. Je rentre à l'intérieur de la basilique, c'est une basilique du Moyen-Âge, elle est magnifique. La Révolution n'a pas trop esquinté les statues, mais je ne sais pas ce qu'on fait là en fait. J'ai dit, voilà. Donc on allume 2 cierges à la mémoire de nos anciens là, et de mes parents, et on ressort. Et là, je fais 10 mètres en sortant de la basilique, et je sens une pression très forte dans la poitrine. J'ai d'ailleurs peur de faire un problème cardiovasculaire. J'ai peur à ce moment-là, je fais, mais je sens en fait que c'est une attirance, c'est une pression, comme si une main se retourne dans la basilique. Je retourne dans la basilique sous les vociférations de Ronin, qui me dit non mais là j'en ai marre, j'ai des parents c'est des dingues, enfin voilà. Et donc il me suit, et on est comme téléguidé, on arrive devant la chaire à prêcher, qui est une chaire à prêcher en pierre. Elle date de 1535. Je l'ai su après tout ça. Et là il se passe l'impossible. Pour moi ce n'est pas possible. Pourtant c'est une réalité, c'est sous mes yeux. Mon fils s'en rend compte, me dit, il éclate de rire, et avec ses mots d'enfant de 12 ans, il me dit, non mais papa, tu vois ce que je vois là? Je lui dis, c'est abusé là qu'il me dit. Et là je le regarde et je dis, et en fait il y a une statue de la Vierge Marie à l'enfant qui est un sosie à 100% de ma mère. Avec une toge, une robe, en fait c'est la Vierge Marie, c'est la Vierge Maman, c'est Marilène. Et là, je le percute un peu. Je me dis, mais on est là, on est le week-end de l'Assomption, c'était la fête de maman. Mais surtout, je me rappelle que j'ai fait une demande le matin. Et là, en fait, la ressemblance, elle est tellement incroyable. Alors, c'est pas n'importe quelle sculpture de la Vierge Marie. J'en discutais avec des professeurs d'histoire de l'art. Il me dit, mais en fait, dès que je lui ai montré, il l'a reconnu. Il me dit, en fait, tu peux aller du Bosphore jusqu'en Amérique latine. Il n'y a pas une seule statue de la Vierge qui ressemble à ça. Dans la statuaire mariale, c'est la seule qui ressemble à une femme plus âgée que la Vierge Marie, et surtout à une dame avec de l'embonpoint, un peu une allure de paysanne, machin. Je dis, bon, ça va, c'est quand même ma mère. Enfin, je lui ai pas dit ça, bien sûr, hein, parce que bon, le professeur, je lui ai pas raconté l'histoire de la synchronicité, parce qu'il m'aurait dit, il est dingue, hein, ce type. Donc pour moi, c'est même pas une synchronicité, c'est une synchro-manifestation. Et j'ai un autre ami qui est professeur de statistique, je lui dis, écoute, le fait est que cette basilique, elle est à 40 km de chez moi. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et qu'il y a une statue qui ressemble à ma mère. Je lui donne un peu tous les paramètres comme ça. Je dis, combien il y a de chances qu'un truc comme ça se produise? Elle me dit, je pense que c'est proche de 0. Il me dit, t'as raison. Il me dit, c'est complètement improbable, c'est impossible. Pourtant, c'est réel. Voilà, c'est une synchro-manifestation qui défie les lois de l'entendement. Qu'est-ce qui a guidé la main du sculpteur 400 ans, presque 500 ans avant? Qu'est-ce qui a... Alors après, on peut partir dans un tas de délires explicatifs, mais il faut pas en fait, parce que les synchronicités, elles modifient en fait la structure de la réalité. Et je pense que dans l'au-delà, ce monde dans lequel on vit est un jeu de Playmobil, comme une sorte de jeu vidéo. Ils font ce qu'ils veulent en fait, ils ont accès au code source, et donc ils modifient un peu ce qu'ils veulent à travers le temps, l'espace, ce qui leur permet de faire des montages absolument ébouriffants. C'est d'une force, mais c'est beaucoup plus fort que ça encore. Parce que 6 mois avant que ma mère décède, au mois d'avril 2021, elle va passer une coronographie à l'hôpital de Reims, qui se passe pas bien, elle fait une décompensation cardiaque. Et il y a le Covid, on peut pas aller la voir, et ma mère m'appelle, et là au téléphone, elle me raconte des choses, je me dis, mais elle est dans une session d'ayahuasca, là. Elle a des visions. Donc je demande à ce qu'on me passe un médecin, on m'en passe pas, on me bat le boule d'infirmière en aide-soignante. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, elle va très bien, votre mère, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Il a juste fait une décompensation, mais elle va bien, vous inquiétez pas. Je dis non, elle est dans un état d'expanse, machin, tout ça. On finit par me passer un neurologue. Ouf! Je suis content, je vais pouvoir discuter avec lui. Alors il me dit, voilà monsieur, votre mère a fait une décompensation cardiaque, et donc elle a des hallucinations type pathologiques, machin. Je lui dis, non, elle a des visions. Là, la structure de ce qu'elle me décrit, ce sont des visions. Elle me dit, non, mais monsieur, je vous dis qu'elle a des hallucinations. Je dis, non, elle a des visions. Vous êtes médecin? Je dis, oui. Enfin, oui et non. Quelque part, oui, et puis non. Elle me dit, non, mais je comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. Je dis, écoutez, il n'y a pas de souci, docteur. Occupez-vous de la partie cardiovasculaire, et puis, dès que vous pouvez, effectivement... nous dire qu'il y a un mieux, dites-nous si on peut venir. Et puis, en fait, 2 jours après, on me rappelle, votre mère est sortante. Puis, votre mère est sortante. Dans l'état qu'elle était encore il y a 2 jours, elle était comme si elle était en pleine mariation d'une session d'ayahuasca. C'est tout, on la récupère. Le taxi la ramène. Et là, je vois dans les yeux de ma mère, son regard a complètement changé. Je m'aperçois qu'elle est transfigurée. Ma mère avait une peur bleue de la mort. Toute sa vie, elle a eu peur de la mort.
malgré tout l'intérêt qu'elle avait pour le surnaturel, pour les fées, les lutins, les elfes, les contes celtiques, enfin, toutes ces mythologies amérindiennes, tout ça et tout, elle avait une part bleue de la mort. Dans son regard, je vois qu'elle a le regard de ceux qui savent. C'est le regard des chamans, le regard des gens qui ont fait ces expériences. Et donc, moi, je vais la laisser tranquille, on l'installe dans son lit, je dis, maman, je vais repartir, je vais te laisser te reposer. Elle me dit, non, attends, il faut que je te raconte ce que j'ai vécu dans les visions. Alors, je lui dis, je t'écoute. Elle me dit, en fait, au début, ça commençait par une mélodie, une espèce de ritournelle, comme ça, comme un chant. Et puis, la chambre d'hôpital, ça fait comme une tournette au théâtre, elle s'est retournée. En fait, ça a changé de lieu. Mais je me suis retrouvé sur une place devant une cathédrale au Moyen-Âge. Et elle me dit, il y avait toute une foule qui je pensais qu'ils m'acclamaient, mais en fait, ils demandaient mon meurtre, mon sacrifice. Donc, ils m'ont accroché à une roue, ils m'ont battu. Je disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a commencé à me tilter quand elle me dit, ils m'ont démembré. Tiens donc. Et ensuite, ils étaient en train de me reconstruire un autre corps. Alors là, tout de suite, en tant qu'anthropologue, j'ai tout de suite reconnu le motif, non seulement de la mort-renaissance, mais aussi de ce qu'on appelle le démembrement dans le chamanisme, le remembrement, c'est-à-dire construire un corps spirituel à partir d'un corps profane. Et quel corps spirituel? Puisqu'elle me dit, tu vas rire, parce que quand tu vas rire hein, quand même, hein. Te moque pas de moi. Je lui dis, mais non, quand ils se sont enlevés, j'étais la Vierge Marie, qu'elle me dit. Et j'étais couronné par les anges. Et c'est ce qu'il y a à la statue d'Aviotte. La statue de la Vierge Marie d'Aviotte, c'est une vierge qui est dans une sorte de mandala de pierre, comme ça, qui est debout sur à la fois un croissant de lune et sur le soleil, donc une conjonction des opposés absolument magnifique. Il y a le haut, il y a le bas, c'était une madrole. Au-dessus, il y a effectivement des êtres lumineux, des anges qui la couronnent, et en dessous, il y a des êtres chtoniens un petit peu infernaux qui sont dans le bas. Donc on est vraiment sur une structure d'un magnifique symbole du soi. Et en fait, je m'aperçois après, hein, en voyant la statue d'Aviotte, que le contenu des visions de ma mère est en fait la concrétion de ce qu'il y a ici dans la pierre, en fait. Et ça va plus loin, parce qu'ensuite, dans ces visions, elle dit, il y a une autre scène où, en fait, je dois monter sur une petite barque en cristal et traverser un fleuve. Et là, ensuite, j'arrive dans un palais enchanté. Elle me dit un grand palais, un grand château, un peu comme Buckingham Palace, mais plus merveilleux avec des elfes, des lutins. Donc là, je me dis, bon, ça, c'est son modèle, hein, c'est son délire, parce que c'était tout ce qu'elle aimait, en fait, hein, les contes, l'histoire. Elle était passionnée de tout ça. Et elle me dit, il y avait un grand banquet en mon honneur. J'étais au centre de toutes les attentions, en fait. Et elle me dit, mais j'ai eu un moment une sensation d'angoisse parce que je me dis, c'est dommage qu'ils sont pas là pour voir ça. Donc, ton père, et puis toi et ta sœur. Et à ce moment-là, elle dit, je vous ai vu, vous étiez aussi à la table, mais là, j'étais absolument comblé. Elle me dira un truc qui m'a vraiment bouleversé et sur lequel j'ai travaillé dans l'Assomption. Elle me dira, mais tu sais, en fait, je crois que je suis allé au paradis. Mais elle dit, je crois que quand on est mort, en fait, tout ce qu'on a aimé dans notre vie, on l'emmène avec nous. On part pas seul, comme si c'était juste une vapeur qui quittait un corps. C'est tout un monde qui se reconstruit là-bas, mais c'est le monde idéal de tout ce qu'on a aimé, en fait, ici. Et dans le christianisme, on dit ça, on dit, si vous voulez préparer à avoir la vie éternelle, faites-le déjà avec votre cœur ici, de votre vivant. Et qu'est-ce que c'est que faire avec le cœur? C'est bien sûr aimer les autres, mais c'est aussi avoir cette flamme de la passion, être passionné pour quelque chose. Hein, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait notre signature au final. Et il y a des passerelles incroyables, parce que au moment où elle est dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans cette opération où elle ne se réveillera pas, moi je demande à un chaman d'Amazonie d'aller checker, savoir où elle est. Il me renvoie un truc super brutal en me disant, ta mère, elle a déjà fait son choix, elle a traversé le fleuve. Donc il a vu des visions que ma mère avait eues pendant sa coronographie. Il a accédé au même territoire, en fait. Et des soul surfers, des amis à moi qui sont des méditants, je leur dis, essayez d'aller voir aussi à ce moment-là. Pareil, ils me disent, on a vu ta mère avec beaucoup d'entrain, qui avait beaucoup de joie, qui disait, bon, allez, maintenant c'est mon moment. Elle montait dans sa barque, elle traversait avec, elle avait du caractère, ma mère, hein. Elle traverse, et puis de la forêt, il y avait des êtres un peu graciles qui sortaient, et puis ils sont transformés en rayons de lumière, ils sont montés dans les étoiles. Quand je reçois ça, en fait, je comprends, une partie de moi comprend que ma mère va partir. Puis elle ne reviendra pas de cette opération. Je suis en colère. Et là, je continue dans mon déni à dire, non, mais de toute façon, c'est des conneries, tout ça, ils imaginent, même le chaman, il connaît rien, machin. Enfin, quand on est dans le déni, on est dans le déni. Hein. Donc ma mère, elle part, effectivement, la nuit du 14 septembre 2021, et au moment où qu'on m'annonce son décès, le médecin m'appelle, un autre médecin, plus humain, celui-ci quand même, celui des soins palliatifs. Et après, je vais m'isoler dans ma chambre et je me mets dans le noir. Et là, je revois la
l'obscurité qui s'agite. Quand vous avez ayahuasca, vous êtes au début de l'expérience, vous avez l'obscurité devient une matière, moi ce que j'appelle la membrane, c'est-à-dire que ça s'anime, ça bouge. Et là, derrière le voile, je sens la présence de ma mère. Je lui dis, je sais que t'es là. Et je sens comme une espèce de caresse sur mon visage. Et ça va m'aider quand même. Malgré que là, après, les tracasseries, là, vous êtes ramené dans la matière. Quand le lendemain, c'est la pire journée de ma vie, je me retrouve devant le corps de ma mère. Et tout de suite, pour essayer de switcher un peu le choc émotionnel, je me dis, en fait, les premiers humains, ils ont créé des statues pour redonner de la densité aux morts, en fait. Je comprends ça, je me dis, il y a un truc. Je sais pas pourquoi j'ai cette pensée. Et 2 jours après, au funérarium, je suis à côté de ma mère, comme ça, je suis très calme, très détendu. Moi, je suis très méditatif, parce que j'ose pas trop regarder, ça me choque un peu. Mais ma sœur, qui a pas du tout le même caractère que moi, qui a 50 plus que moi, elle est au-dessus du corps de ma mère, en train de dire, oui, alors il faut que j'organise ça, il faut que j'aille chercher ça pour le café, pour la réception, la cérémonie. Et moi, j'entends dans ma tête la voix de ma mère distinctement dire comme ça, mais même ici, elle va pas se taire. Alors, j'ouvre les yeux et je dis à Corinne, maman, elle vient de dire ça. Et là, ma sœur, elle reconnaît le phrasé magique de ma mère. Elle regarde ma mère en lui disant, en s'excusant même auprès du corps, en disant, ah non, mais t'as raison, maman, je suis désolé. Non, c'est pas le lieu. Ça, c'est une expérience qui m'a marqué et qui m'a amené à revenir sur ce que je connaissais en fait en Mélanésie de ces objets qui servent à mettre l'esprit d'un mort à l'intérieur d'un objet, c'est-à-dire à présensifier un défunt. On les appelle des statues qui murmurent. Parce qu'en fait, eux, ils disent, ces peuples de Mélanésie, et je pense qu'il y a d'autres peuples qui disent ça aussi, qu'un mort, au début, il est tellement identifié à son corps qu'il reste à côté. Il ne peut pas lâcher, comme l'enfant ne lâche pas les mains de sa mère, il est tellement identifié à sa corporéité, en fait, qu'il reste à côté du corps un certain temps. Après, il y a un moment d'expansion sur l'écosystème, sur l'environnement, mais d'abord, il y a cette fusion qui reste encore. Donc eux, là, ça c'est un corvar, ça vient de la baie de Gilving. Je vais le lever pour que vous puissiez le voir. La baie de Gilving, c'est dans le nord de la Nouvelle-Guinée occidentale, donc aujourd'hui indonésienne. Celui-ci date des années 30. Il a été trouvé dans une grotte. Derrière, il y avait un tas d'os. Les os du mort, bien sûr. C'est pas moi qui l'ai ramené, je l'ai acquéri dignement, je vous rassure. Et chez moi, c'est une arche de Noé. Ces objets-là ne sont pas des objets pour moi à spéculation financière de collectionneur. C'est pour moi, je les recueille parce que je sais que c'est toujours vivant, c'est toujours habité en fait. Voilà, temporairement, des fois. Alors un corvar, c'était sculpté au moment du décès, et en fait, il y avait un rituel chamanique qui fait que par le chant, on faisait rentrer l'âme du défunt à l'intérieur de cet objet, de façon temporaire, quelques jours, pour qu'il puisse encore communiquer avec les membres de la famille. Comment on communiquait avec un corvar ? On faisait exactement ce que j'ai fait au funérarium, c'est-à-dire qu'on se détendait, on essayait d'être calme, de ne pas penser trop, et on mettait sa tête à côté du corvar, et on entendait le murmure de la voix de l'ancêtre, voilà, du défunt, qui s'exprimait. Il y a ça de façon beaucoup plus hard dans d'autres tribus amazoniennes, dans d'autres tribus de Nouvelle-Guinée, aussi la Nouvelle-Guinée occidentale, le peuple des Asmates, qui sont très connus pour être des guerriers farouches, qui ont été cannibales longtemps, dont on dit qu'ils auraient croqué le fils Rockefeller. Tristement, parce que c'était un bon gars, en plus, il s'intéressait vraiment à l'art mélanésien avec beaucoup de passion. C'est pas lui qu'on aurait dû crouster en premier, tristement. Et en fait, les Asmates ont horrifié les missionnaires et les premiers explorateurs quand ils sont arrivés au contact de ces tribus, parce qu'ils avaient pour coutume d'avoir au cou le crâne de leur mère ou de leur père ou de leur grand-père en pendentif. Et la nuit, ils dormaient dessus, ils s'en servaient comme oreiller. Ils dorment sur un crâne. Et quand on leur a dit, mais non, mais c'est diabolique, faut pas faire ça, faut enterrer vos morts, il faut vous débarrasser de ça, c'est sale, c'est parce que le corps, le cadavre, les os, ça c'est sale, ça se peut contaminer au niveau de l'esprit, c'est ce qu'on pense, nous, on a ce déni, ce dégoût, en fait. Et eux, ils disent, oui, mais nous, les corps, les crânes, ils parlent, quoi. Donc, si on les enterre, on va plus les entendre. Parce que moi, je continue à entendre ma mère, ils disent, ou moi, le grand-père, il continue à donner des informations, ou à participer aux décisions de la tribu, on peut pas les enterrer.
Et il y a dans le golfe de Papouasie aussi des grandes maisons cérémonielles où quand les explorateurs sont rentrés, où il y a des reliquaires comme ça de crânes comme ça humains sur plusieurs mètres de hauteur. Et ça les a... c'était horrible quoi, pour les Occidentaux de voir ça. Mais en fait, c'est parce qu'eux communiquaient et entendaient en fait la voix des défunts. Alors il y a un neurologue, archéologue qu'on peut aujourd'hui certainement dire, bon, sa théorie, elle était peut-être bidon, mais c'est la théorie de l'esprit bicaméral de Jaynes. Il disait en fait que les êtres, même de l'Antiquité, n'étaient pas faits comme nous. C'est-à-dire n'avaient pas un jeu, n'avaient pas un moi réflexif, et que leurs émotions, une partie de leur cognition se baladait un peu dans l'environnement. Et aussi, et surtout, ils entendaient des voix ostentatoires qui étaient la voix des dieux ou les voix des ancêtres leur donnaient des ordres. Il y avait aussi une dimension hypnotique puisque on a ces grands personnages avec des grands yeux qui étaient là en fait pour quelque part créer une sorte de communication télépathique avec les êtres humains. Les statues de l'île de Pâques aujourd'hui, je discutais l'autre jour avec un Pascouan, il disait mais ça servait à ça. Ce ne sont pas des représentations, ce sont des présentiations en fait des ancêtres. Et pourquoi ces grands yeux? Parce qu'ils regardent en fait leurs descendants. Et ils continuent, à l'époque, quand cette société était non contaminée par l'Occident, ils continuaient à avoir des enseignements visionnaires directement par le biais des statues. Il y a aussi aux marquises des très belles photos de tiki où on voit des marquisiens qui sont comme ça. Et on se dit, oh tiens, quelle belle photo à faire, ils sont nonchalants, regarde, ils se mettent leur oreille comme ça contre un tiki. Ben oui, mais le tiki, il est en train de murmurer. C'est pour ça qu'ils mettent l'oreille, c'est pas pour rien. Donc, ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une proximité avec le corps. Et puis, à un moment, il se passe un truc. En général, les grandes traditions disent au bout de quelques jours, le corps s'expand, l'âme s'expand, ou la conscience devient environnementale ou devient cosmique. Il y a un peuple en Nouvelle-Guinée, et la Nouvelle-Guinée est riche à nous enseigner, qui s'appelle les Kaloulis. Et les Kaloulis du Mont Bossavis ont une particularité assez incroyable, c'est-à-dire que leur langage articulé est basé sur quasiment les mêmes sonorités que les oiseaux de la forêt. Donc quand nous on entend piou 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 de paradisier, eux ils entendent salut ça va, qu'est-ce que t'as fait machin. En gros ils entendent ça. C'est quand même très surprenant. Et il y a un ethnologue qui s'appelle Stephen Field qui a travaillé chez eux et qui s'est beaucoup intéressé à ça. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est marrante parce qu'il se dispute un peu avec son guide papou parce que lui, il veut faire de la zoologie, voilà, il veut savoir quelle espèce d'oiseau c'est, comment ils appellent cet oiseau-là, tout ça. Le papou, il se fâche un peu, il dit, écoute, pour toi c'est des oiseaux, pour moi c'est des voix dans la forêt. Voilà. Et ça change tout. Ils ont une tradition chez eux de dire, en fait, que ces oiseaux, par moment, ils peuvent être habités par l'esprit d'un mort, par l'esprit d'un défunt récent qui vient, par reflet, se consteller dans l'oiseau. Et donc cet oiseau va parler un langage humain, compréhensible, mais c'est censé être l'âme du défunt. Et il y a des conversations incroyables, notamment entre des parents qui ont perdu un enfant et qui vont dans la forêt, où l'oiseau temporairement exprime la voix de l'enfant, et l'enfant dit des choses que seul l'enfant pouvait connaître, et pas un paradisier perché en haut d'un arbre. Donc ça nous montre quelque part que chez ces peuples-là, après que l'âme ou la conscience est dans l'expanse, a quitté le corps, a accepté ce nouveau statut, elle déborde sur l'écosystème, sur l'environnement. Et là, il y a une passerelle qui est fascinante. C'est celle que j'essaie de montrer dans Assomption et qui fait écho aux travaux que vous développez ici merveilleusement bien à Lausanne. Je trouve que vous êtes pionnier sur ça, sur ces questions de lien entre l'écologie. Là, on peut faire des passerelles absolument fabuleuses entre les sciences de l'après-vie et l'écologie. Et si à un moment, on est capable de reconnaître la voix de nos disparus à travers les frondaisons des arbres, on aura peut-être un autre rapport à la Terre. Je pense que ce lien à la Terre est très ombilical. L'autre jour, j'émettais avec un ami une hypothèse, je disais, mais moi je pense pas qu'on peut voyager loin dans l'espace. Là, on délire, on va aller sur Mars, machin, tout ça, mais je pense qu'il serait déjà intéressant de voir quel est le contenu de rêves des astronautes. De quoi ils rêvent? Les gars qui sont dans la station Mir avant, et puis maintenant sur l'ISS, à quoi ils rêvent? Ils rêvent à leurs enfants, à leur famille, ou ils rêvent de nature? S'ils rêvent de nature, il faut se poser des questions, parce que s'ils vont trop loin, je pense qu'ils mourront, parce qu'ils vont plus rêver. S'il n'y a pas ce lien avec la Terre, je suis persuadé, et j'engage ici cette réflexion de se dire que peut-être on ne peut pas envoyer très très loin dans l'espace des astronautes ou des êtres humains hors de ce berceau, hors de cet amnios qu'est la biosphère.
En tout cas, c'est une question qui est intéressante à creuser. À la fin de l'Assomption, j'essaye de faire une expérience parce que je me dis, mais au final, je fais un rêve à un moment, et dans ce rêve, mon père me dit que c'est par l'imaginaire en fait qu'on peut rencontrer nos défunts. C'est-à-dire que ça crée une passerelle, une sorte d'isthme. C'est-à-dire que quand on essaye de consteller leur imaginaire, à ce moment-là, il y a un mouvement de descente de leur part et nous un mouvement d'élévation. Je comprends pas trop le truc, mais en même temps, je me rappelle par synchronicité, je me rappelle une phrase d'Ernesto qui disait: votre problème à vous les Occidentaux, c'est que vos légendes, vos mythes, ils sont dans des bouquins. Ils sont écrits comme ça. Ça, David Abraham dit ça aussi. Ils sont écrits, ils sont mis dans la matière comme ça. Mais nos histoires à nous, pourquoi elles sont dynamiques, pourquoi elles sont vivantes, c'est parce qu'elles sont reliées à un territoire. Et donc, elles sont vivantes. Et donc, c'est des passerelles vers d'autres mondes, vers le monde des étoiles, vers le monde des esprits, vers le monde souterrain, vers le monde des morts. Et je me dis, mais tiens, on est tout début du mois de décembre 2023. Je suis en train de finir l'écriture de l'Assomption. Je vais essayer de faire une expérience. Je vais essayer de retrouver ma mère sur une crête pré-ardennaise où elle venait compter les nuits de Samagne des contes celtiques pour le passage justement entre le monde des vivants et le monde des morts. Aujourd'hui, on appelle ça Halloween. Je me dis, tiens, je vais monter sur cette crête. Je profite d'une accalmie parce que ça fait déjà 2 mois qu'il pleut dans les Ardennes. Et puis ces crêtes pré-ardennaises, elles sont battues par les vents. Il y a des épicéas. Enfin, il faut y aller. Donc je m'habille bien. Il fait -7 ce jour-là. La nuit est claire. La lune vient de se lever et je monte sur le chemin de la colline. J'ai pris une frontale, mais je l'éteins parce que ça me gêne au final. Je n'arrive pas à m'imprégner Je vois mieux en fait avec mes yeux quand ils s'habituent. Faut laisser faire la nature. Et je monte comme ça et j'entends des craquements dans les broussailles. Ça me fout un peu les jetons parce que je suis quand même dans le noir tout seul en forêt. Et je me dis, bon, c'est sûrement des rats, des trucs. Puis moi, je me dis, mais t'es débile. Et ma petite voix intérieure me dit, mais si tu commences à mentaliser pour te rassurer, tu verras rien du tout. Le rendez-vous que t'as donné à maman, tu verras rien du tout. Donc je pense à ces lutins, je me prends sur son imaginaire, je dis tiens, c'est ces petits nutons, ces gnomes, machin, tout ça, ça me fait rigoler du coup. Donc j'arrive à monter en haut de la colline, je suis épuisé parce qu'il fait super froid et puis ça grimpe, puis je suis quand même, je suis pas un athlète, ça se voit, donc je suis un peu enrobé. Donc j'arrive en haut de la colline là-bas et je sais pas pourquoi machinalement je fais un truc complètement inopiné. J'attrape une branche d'épicéa, je la casse comme ça, je la froisse. Je commence à arriver en haut de la colline, puis je regarde comme ça, parce que c'est un endroit magnifique. Et puis je fais ça. Je respire l'odeur des épines. Et là, je suis catapulté dans un souvenir. Je ne vis pas, je ne me rappelle, je ne vais pas revivre un souvenir. Je suis dans le souvenir. Je suis dans le corps d'un petit enfant de moi, en fait. Quand je suis bébé, je suis sous mon premier sapin de Noël. Avec une vieille guirlande des années 70 qui clignote, là. Mais sur le côté, il y a ma mère. Il y a ma mère qui est jeune et qui me sourit. Et c'est un moment extrêmement fort. J'ai encore un peu de mal, parce que c'est ouf. Parce qu'en fait, j'avais demandé à rencontrer ma mère. Je ne savais pas comment ça allait se manifester. Moi, je pensais que ça allait être un vécu subjectif de rencontre avec un défunt, peut-être une apparition. Mais je ne pensais pas du tout que c'était un non-humain et un épicéa qui allait m'ouvrir la porte de l'au-delà. Et me ramener dans un souvenir plus que vivant, puisque j'ai retrouvé ma mère. C'est tellement fort qu'après, je m'effondre, en fait. Je tombe dans la clairière. Et après, il va se passer un truc incroyable. En fait, je sens la présence de ma mère dans toute la clairière. Je sais qu'elle est partout, en fait. Dans le champ j'ai établi même un code pour communiquer avec elle, avec le vent dans les frondaisons des épicéas. Mais il y a aussi, à un moment, une chouette qui répond à mes questions. Enfin, des animaux. Il y a une espèce de ventriloquie cosmique comme ça qui se met en place. Et je vais vivre un espèce de moment merveilleux. Et je vais redescendre de cette colline-là et je vais être vraiment réconcilié avec ma spiritualité. Et avec vraiment la preuve de me dire, ok, maintenant ton matérialisme, tu peux vraiment t'asseoir dessus. Je vous remercie. Quel voyage! Ça marche? Non, tu n'es pas branché. Voilà. Oui? Non? On dirait que ça marche. Quel voyage magnifique! Je suis encore ébloui. J'avais déjà entendu quelques éléments hier, mais ça prend une ampleur
tu as un don pour... D'abord, c'est très personnel. Et ça, je trouve que c'est très touchant parce que tu t'engages, tu as une pensée expérientielle, j'entends. Et parce que quand on est dans les sciences, on est toujours dans les connaissances. On est toujours... Les scientifiques sont dans la connaissance. Ouais, ça joue. Et toi... C'est les piles, à mon avis. Hein. Tiens, je te donne le mien. C'est pas bon? Oh, merci. J'aimerais quand même essayer de vous communiquer mon émotion, parce que c'est ça les rapports entre science et spiritualité aussi. C'est la rencontre de la connaissance et de l'expérience. Et c'est ça qui est si difficile pour convaincre les scientifiques matérialistes. Et c'est pour ça que c'est si important qu'il y ait des gens qui fassent des passerelles et des ponts entre une exploration du monde avec leur connaissance et une exploration du monde avec leur expérience. Et on a eu la chance d'avoir Mario, on t'a aujourd'hui, on est un club assez fermé finalement, de gens qui pensent que l'avenir de l'humanité doit passer par cette réconciliation entre la connaissance et l'expérience. Et évidemment, c'est toujours le triple lien. C'est le lien avec soi-même, le lien avec les autres humains, la relation, et le lien avec la nature et l'univers. Ça, c'est le triple lien. C'est la racine même de l'exploration du sens. Et c'est ça la vraie spiritualité. Après, qu'elle soit religieuse ou non, on verra. Mais disons, ce que tu nous apportes, moi je voulais te remercier vraiment sincèrement, parce que ça m'encourage avec mes amis, avec notre association, à aller dans cette direction. Alors il y a la médecine psychédélique, il y a la médiumnité, il y a l'hypnose régressive, il y a toute cette exploration de la grande conscience, de ce que les bouddhistes appellent finalement la grande santé, être aligné entre l'univers, la psyché et le corps, finalement, qu'on oublie tout le temps. Et voilà peut-être l'avenir de la médecine post-matérialiste dans un monde qui aurait atteint une forme de monisme, hein, l'idéalisme analytique. On en a parlé avec Mario, on a parlé avec toi. Bernardo Kastrup, pour ceux qui s'intéressent, c'est un physicien quantique qui dit que l'univers est un océan d'informations et que l'énergie crée des tourbillons de sens dont nous sommes chaque fois des petites parties. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, mais je voulais te remercier, faire écho, et puis maintenant, c'est parole à la salle, et je vais demander à Sylvie de se promener avec le micro-baladeur. C'est à vous la parole. Le buzz est de l'autre côté maintenant. Oui, 1, 2, oui, c'est... Non. Ouais, il faut vraiment le garder tout près. Hein. C'est un problème de pile ou c'est un émetteur? C'est l'émetteur qui fait ça. C'est peut-être des fréquences qui se superposent, non? Dans la salle. T'as pas un autre micro? Ouais, sinon je change de tranche. Il y a un troisième. Et c'est le grand moment de solitude pour la technique. Ça, c'est chiant, ça. Hein. Je le compatis, les gars. Bon, je vais passer. Non? Ah, mais Voilà. Ouais, c'est bon, je crois. Le bleu. Le jaune. Jaune. Télépathie, sinon. Hein. Le jaune, non. Oh, le mien marche, en tout cas, donc c'est bon. On n'est pas et pas très fort. C'est embêtant parce qu'on fait une vidéo. Donc, mais je vais prendre la question parce qu'on entend assez fort. On vient assister à ta conférence hier à Genève. Et je me demandais finalement si il y a la rétrocausalité comme un mécanisme du déterminisme total, oui, ou alors c'est une espèce de cheminement
Oui, pour moi, c'est les synchronicités. En fait, quand je dis dans mes ateliers aux gens à poser une intention dans le futur, comme le maître de l'igname, il va avoir la plus grosse igname, je dis aux gens, essayez par exemple de vous imaginer en santé, plutôt heureux dans 10 ou 20 ans. Quand je dis aux gens de pratiquer une synchronicité par mois, c'est parce qu'en fait, dans le futur, il y a un attracteur de la rétrocausalité qui est cette intention réalisée. Et en fait, chaque synchronicité vient tricoter l'espace-temps. Quand vous faites une synchronicité pendant un mois, ben vous êtes bien pendant un mois, puis pendant un deuxième mois, puis un troisième mois. Moi, j'ai posé un attracteur pour moi dans 30 ans. Voilà, et je me casse pas la tête avec les synchronicités, ni forcément avec leur sens, malgré qu'à chaque fois, chaque synchronicité va donner du sens. Pour moi, un futur désiré, il existe sous forme de virtualité, sous forme de potentiel. Et chacune de ces synchronicités qu'on réalise vient, si tu veux, passer d'un mode potentiel à un mode de densification de cette information. C'est comme s'il y avait un phénomène qu'on pourrait rapprocher de la décohérence quantique. C'est-à-dire que progressivement, on fait advenir ce futur désiré, en fait, qui est lié à une intention. C'est ce qui se passe avec cette histoire d'igname, à mon sens. Hein. Voilà, c'est-à-dire que lui, il a le désir d'avoir une très grosse igname, et il projette ça dans le futur, mais pour se réaliser, il faut qu'il y ait ces boucles de rétrocausalité. Parce que si on imagine juste dans le futur un meilleur futur possible, c'est la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, c'est pas la rétrocausalité. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait une communication entre le futur réalisé et ses synchronicités dans le passé. Il faut qu'il y ait la boucle de rétroaction. Il faut qu'il y ait une intrication qui se crée entre le futur désiré et à partir du moment où on commence à créer ces amorçages de synchronicité qui au final sont des traces de ce futur réalisé en fait. J'essaie d'expliquer simplement, c'est compliqué. Hein. Parce que Philippe, c'est pareil. Avec Philippe, on a essayé de vulgariser ça et Philippe, il est souvent dans des choses de physicien. Et un physicien, il a du mal à vulgariser des idées comme ça parce qu'en fait, dans l'esprit d'un physicien, c'est très compliqué, c'est très abstrait, c'est très mental surtout. Hein, donc, pour essayer de restituer ça d'un point de vue pédagogique, c'est très compliqué. Moi, je suis issu des sciences humaines, c'est peut-être plus facile pour moi en tout cas. Voilà. Et moi, je pense que même d'un point de vue biologique, on a des traces de ces histoires de phylum parallèles. Il suffit de s'intéresser un peu à la paléontologie et quand on voit au Cambrien, par exemple, l'explosion de vie qu'on voit dans les fossiles, à Burgess, par exemple, au Canada, on a toute cette faune où chaque espèce était capable de créer un genre. C'est-à-dire, là-bas, par exemple, il y avait une espèce de ver, c'était un picaya, ça a donné tous les vertébrés. Il y a une autre espèce, il a donné tous les arthropodes. C'est comme si la vie, en fait, au début d'une planète, elle crée une sorte de multivers de possibilités vitales. Et après, il y en a que quelques-unes qui se sélectionnent pour s'adapter à l'environnement de ces planètes. Donc il y a déjà l'idée de potentialité dans le vivant, comme ça, qu'on pourrait comparer à une sorte de multivers du vivant. Et d'ailleurs, je crois que c'est David Deutsch, c'est sûr, lui dit que l'ADN non codante, en fait, code dans le multivers quantique. Ça, c'est vertigineux. J'ai lu son bouquin autrefois, L'étoffe de la réalité, qui est déjà un bouquin qui a un certain âge. Mais David Deutsch va très loin en disant, en fait, l'ADN non codante code sur le multivers quantique des possibilités, justement, de mutations aléatoires. Et voilà, le bon timing, le bon kéros. Nickel. Là, ça marche. Je dirais que celui-là. Ouais. C'est bon. Parce que, dans le fond, en médecine, on se balade avec le corps humain et la physique de Newton. Hein, la mécanique, la cinétique, les flux, l'hydrodynamique, et même dans le cerveau, finalement, on a des neurones qui sont des pommiers, hein, ils lâchent des pommes sur les récepteurs, puis ça fait des contacts. Mais on a besoin d'une autre physique pour faire la physique de la conscience. Donc, c'est exactement ce que tu nous dis. Et tu nous ouvres un monde absolument incroyable. Alors, des multivers, un monde à n dimensions, où l'espace-temps est relatif, ça on le savait. Mais dans le fond, la physique de Newton, elle reste valable. Si tu conduis ta voiture, ou si tu es chirurgien, tu as besoin de la physique de Newton. C'est quand tu deviens psychiatre, chaman, psychanalyste jungien, voire plus, éventuellement extraterrestre, tu as besoin des autres niveaux. Et ça m'intéresserait de savoir comment tu te représentes finalement cette dimensionnalité. Finalement, il y a un nombre infini de dimensions. Tu as encore besoin de la flèche du temps. Parce que, j'entends, les astrophysiciens, ils nous disent, il y a une flèche du temps, hein, il y a une expansion, le temps existe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Ça m'intéresserait.
Bah, c'est toute la différence qu'il y a entre le multivers quantique anglo-saxon de Hugh Everett et puis celui des physiciens de la rétrocausalité qui sont des physiciens francophones. C'est-à-dire que nous, on ne considère pas qu'il y a une infinité de mondes parallèles. On pense qu'ils existent sous forme de virtualité et que seulement certains vont se densifier sous l'influence soit de mutations aléatoires dans le vivant, soit sous forme de choix en psychologie, c'est-à-dire sous l'action du libre arbitre, si tu veux. Donc le libre arbitre, il nous fait faire des bifurcations de lignes temporelles à chaque fois. Il est déjà dans une dimension, si tu veux, qui se rapproche, à mon sens, de ce que peut être un multivers, mais sous forme de superposition. Pas encore de... Moi, je ne pense pas que, Philippe Guillemont dit aussi ça, l'univers fait l'économie de ça. Imagine, à chaque fois, il y a un Romuald à la table où la tasse, elle est là, la lunette, elle est là, la tasse, elle est là, la lunette, elle est là. Quel gâchis de calcul, quoi. Franchement, tu vois, c'est... Donc, un grand univers beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, mais un. Donc une forme de monisme, finalement. Donc on serait quand même dans une création infiniment complexe qui se déploie. Donc Teilhard de Chardin n'est pas tout faux. Alors il y a une espèce d'initiation, un déploiement infiniment complexe, peut-être vers une intention. Est-ce qu'il y a d'autres univers internes, d'autres galaxies, d'autres humanités? Est-ce que le vivant traverse tout ça? Oui, ben dans Teilhard, c'est l'idée du point oméga, mais même avant ça, il y a l'idée aussi du Christ cosmique, du Christ universel, qui a une dimension corporelle. Hein, je tiens à le dire, hein, c'est un corps. Donc, pour moi, il y a un phénomène d'expansion. Je pense que la crise écologique joue énormément dans ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, j'en suis persuadé. J'ai même pensé à un moment, dans le début de mes travaux, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça aurait laissé le sujet d'une conférence complète, mais je pense que les plantes comme l'ayahuasca, par exemple, sont capables d'interagir avec la conscience humaine, mais aussi de façon symbiotique, aussi de la manipuler, à bon escient. C'est-à-dire que comme les plantes n'ont pas à proprement parler de cognition et de système neuronal, comme elles empruntent la mobilité aux insectes pour se reproduire, je pense qu'elles empruntent aussi la cognition aux êtres humains. Et donc, c'est ces fameuses interfaces de communication neuro-végétale que j'avais imaginées il y a plus de 20 ans. Elle nous renseigne sur ça. Elle nous renseigne sur la façon dont, à un moment, les plantes, on voit leur renouveau du chamanisme depuis une vingtaine d'années. Et je pense que tous ces gens qui ont pris de l'ayahuasca ont eu une influence phénoménale. Je prends le cas de mon ami Yann Kounen. Grâce à lui, il y a eu la naissance de l'INRES. Il y a des milliers de personnes qui sont allées au Pérou, à bien ou à tort. Je suis d'accord. Hein, je suis le premier à dire attention, ça a bouleversé les populations et les équilibres des populations autochtones. Mais ce phénomène a fait prendre conscience et a relié les gens aussi à la terre. Et là, l'autre jour, je discutais avec un chaman qui me disait, je lui disais, mais c'est marrant, il y a quand même de plus en plus de vécus subjectifs de rencontres avec un défunt. Moi, j'ai un voisin qui s'appelle Joël, qui est un paysan, qui est très matérialiste, lui. Hein. Il vient me voir et me dit, Romuald, je peux te parler d'un truc parce qu'à mon avis, il n'y a que toi qui peut entendre ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'étais sous mon tracteur, j'ai vu papa. J'étais en train de bricoler sur mon tracteur. Il dit, j'ai vu papa, il était au coin de la grange, mais pas en fantôme, il était en 3D. Et je lui dis, alors je lui explique ce que c'est. Je lui dis, il y a des gens qui font du travail, qui écrivent des livres, je peux te les prêter. Il me dit, non, mais je vais peut-être pas comprendre. Je lui ai prêté le livre d'Evelyne. Je lui ai passé. Et il me dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais il l'a vécu 2 fois, au même endroit, à 15 jours d'intervalle, sous le tracteur. Et je demandais l'autre jour à un chaman, je disais, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus. Alors, soit c'est parce que les langues se délient et que les gens ont plus facile à parler de ce phénomène, ou est-ce que ça serait un phénomène qui est en expansion? Les chamans disent, c'est parce que la Terre est en souffrance. Les morts reviennent, c'est un facteur écologique, en fait. Ça, c'est absolument vertigineux. Et je pense vraiment qu'on aurait vraiment une importance vraiment fondamentale à faire converger l'écologie et les sciences de l'après-vie, l'éschatologie. Vraiment, mais vraiment. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'appelle de mon souhait. Je ne sais pas si on pourra le faire, mais déjà, quand je vois les personnalités qui sont présentes dans cette salle, je pense vraiment qu'on est sur le bon chemin. Merci beaucoup. Donc, la Terre souffre. Elle a besoin de nous. Nous sommes des co-créateurs. On doit embellir le monde. Les Kogis sont venus depuis la Colombie pour nous dire qu'on est en train de foutre en l'air la planète. La planète, c'est nous. Nous sommes la planète. Et puis, il y a toute cette histoire de la conscience des plantes, des minéraux,
les coquilles discutent avec les montagnes. Enfin, je vais m'arrêter parce que c'est tellement passionnant qu'il faut que la salle puisse discuter. Alors, le micro est à vous. Merci Jacques. Mario. Oui, merci pour... c'est passionnant, là. Mais je me pose la question suivante. C'est quoi le rôle de l'émotion, finalement, dans le processus de co-création? Est-ce que ça a un impact? Il y a de la cognition, on en a parlé beaucoup, mais l'émotion... Ouais, c'est une très bonne question, Mario. En fait, l'émotion, je l'ai un peu squeezé ce soir, mais c'est vrai que dans le processus de rétrocausalité, je dis toujours aux gens, une synchronicité, ça doit vous surprendre. Et ça doit vous surprendre avec beaucoup d'émotions. Soit par de la joie, soit par une certaine forme de sidération, de stupeur. Souvent, ça provoque même un fou rire, tellement c'est puissant et c'est fort. Et ça a souvent beaucoup d'humour aussi. Mais en fait, l'émotion est quasiment le carburant qui va permettre cette rétroprojection d'informations dans le passé. Clairement. Voilà, c'est une très très bonne question. Très juste. La discussion se poursuit. N'ayez pas peur, hein. Monsieur Hutier. Oui, Romuald. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'ai une question. On parlait un peu de la rétrocausalité, c'est difficile à dire, qui agit sur l'aléatoire, surtout dans le présent. Mais on est aussi connecté par les rêves, on est connecté par l'imaginaire. Est-ce qu'on a comme des neurones qui sont aléatoires dans le cerveau, qui nous permettent d'avoir ces perceptions? C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a un flow, en tout cas, il y a une sorte de bruit blanc, pour ceux qui connaissent un petit peu le son, une sorte de bruit blanc, de bruit rose à l'intérieur du corps. Et moi, je l'utilise en fait quand je fais une méditation. Je m'en sers parce que ce canal-là, en fait, permet de recevoir les informations du futur. Ouais, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est le cerveau qui est aléatoire, mais c'est plutôt un ensemble de redondances de processus biologiques, en fait. Dont on est constitué, écosystème immunitaire, microbiote, tout ça, pour moi, il y a un bruit blanc. Ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'utilise dans la vision à distance, puisque c'est par le corps qu'on va raffiner une information, qu'on va ensuite vérifier par un feedback dans le futur. Pour moi, la vision à distance est basée sur la rétrocausalité. Quand on montre, par exemple, à la personne qui a fait sa séance d'intuition, qui a dessiné une image, quand on lui montre l'image feedback, et que forcément il repense à sa session et inconsciemment il renvoie. C'est de la rétrocausalité en fait. J'ai travaillé sur ça avec un groupe, j'ai travaillé aussi sur ça avec Fabrice Bonvin, qui est un de vos compatriotes, qui a écrit la science de l'intuition. Et j'en avais parlé aussi à Alexis Champion à Paris. Ça répond à ta question. Merci. Oui. Là. Dominique Bourg. Tophan. Micro va revenir. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le temps de poser des questions. Je reste ici. Je ne repars pas en voiture ce soir. Je ne vais pas faire cette folie quand même. Mais c'est. Bonsoir. Juste avant de vous poser une question, je voudrais dire, ça me plaît beaucoup ce que vous dites sur la terre qui souffre, et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que vous allez connaître, qui est Benki Payako, et qui me racontait, qui constatait la différence de comportement des animaux dans la forêt amazonienne. Ouais. Bon, je ferme cette parenthèse, mais ça j'aime beaucoup. Mais moi, je voudrais vous poser la question suivante. Alors, je ne sais pas si la réponse est possible. Je me réfère à un livre que vous devez connaître, qui est de Bertrand Meheust, qui portait sur le Titanic, où il raconte qu'il y a eu 3 préfigurations littéraires oui, c'est vrai. Du naufrage du Titanic. L'une d'entre elles était vraiment extrêmement proche de ce qui s'est passé. Donc, ce sont des préfigurations littéraires. Donc, c'est édité avant 1912, il n'y a absolument aucun problème. Et l'auteur de la nouvelle qui est la plus proche de ce qui va se passer, d'ailleurs, le bateau dans cette nouvelle s'appelle le Titan, et lui est un médium. Il va beaucoup hésiter à voyager. En fait, il va finir par décider de prendre le Titanic dans ce voyage, et vous connaissez la suite. Et effectivement, il va mourir sur le bateau. Et donc là, comment on interprète ça avec la notion de rétrocausalité? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous le faites, etc.?
Oui, Merci. bien sûr. Merci pour cette très bonne question aussi. Oui, alors ces travaux de Méheus, je les connais aussi par rapport à l'ufologie, hein, quand il avait écrit l'un de son premiers livres, d'ailleurs c'est Science-fiction et soucoupe volante. Euh, c'est très très intéressant parce que là, Mario parlait de l'émotionnel et c'est lié en fait. Je m'aperçois souvent dans mes ateliers, on me dit mais moi je fais des rêves prémonitoires mais ils sont pas cool. Ça va être un décès ou ça va être un accident. Et quand je constate cet accident, je me rends compte en fait que mon rêve, c'est un rêve prémonitoire. Ben, bien sûr, parce qu'on est quand même plus câblé à, même de façon inconsciente, à rétroprojeter dans le passé une information qui nous affecte, une information négative. Il suffit de voir comment on est impacté par l'ombre en fait. Hein. C'est la question que tu posais hier, Jacques, très justement. Je vous donne un exemple très égotique d'auteur. Quand vous avez sur Amazon 50 commentaires de votre livre élogieux, avec 5 étoiles, c'est merveilleux, vous dites c'est super. Vous avez un commentaire qui vous casse plus bactère, celui-ci, il va avoir 10 fois plus d'impact que tous les commentaires d'amour sur votre livre. Parce qu'en fait, on est complètement impacté par ça. Et donc, on est aussi dans une société qui est boulimique de ces images et de ces informations négatives. Donc, on a cette proportion effectivement à les rétroprojeter plus facilement. Mais c'est intéressant cette idée en fait, parce que c'est une double question en fait que vous posez. Hein. La question de se dire est-ce que la fiction ne peut pas devenir une réalité qui ensuite par rétroprojection influence la réalité? Je pense que si. Je pense que si, et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on construit des choses, quand on co-construit des choses. Mais il y a un système de verrouillage. On ne peut pas faire apparaître n'importe quoi avec la rétrocausalité. Et les chamans l'expliquent très bien. Si je veux par exemple faire apparaître quelque chose que, de façon inconsciente ou consciente, il n'y a pas un consensus pour que vous puissiez vous dire que ça puisse exister, je ne pourrais pas le faire apparaître sous votre regard. Par contre, les chamans, pour faire ça, ils s'isolent. Ils s'isolent, ils font des diètes, et c'est pas uniquement parce qu'ils veulent pas voir des gens, c'est parce qu'ils veulent pas être, Ernesto m'avait expliqué ça, ils veulent pas être soumis au regard des autres, parce que ce regard, il influence le résultat de leur magie, en fait. Et même les animaux ont une incidence, donc des fois, pour faire certains trucs, ils vont dans des grottes, pour pas être observés par les oiseaux, par les singes, parce que eux aussi rentrent dans la boucle en fait d'observation et agissent sur ces potentialités quantiques. Einstein, au début de la physique quantique, avait dit un truc. Il avait dit mais si une souris est capable aussi de faire effondrer la fonction d'onde, mais c'est pas possible, on est foutu quoi. Si c'est ça, ça veut dire qu'à un moment l'objectivité ne peut pas exister. Et c'était quand même un truc qui obsédait quand même Einstein. Et les chamans disent ça, disent mais en fait tous les observateurs non humains agissent aussi sur la structure de la co-création de la réalité. C'est pour ça que aujourd'hui l'anthropologie elle a fait sa révolution. On accepte déjà aujourd'hui le terme de non humain comme des subjectivités avec des intériorités. Ça c'est les travaux de Descola et tout ça. Mais maintenant on va au-delà. De l'humain dans l'anthropologie, avec les travaux extraordinaires, comme on pense les forêts, enfin, des anthropologues nouveaux qui ont vraiment la capacité de faire ce travail que je trouve vraiment fabuleux, quoi. Donc c'est une très bonne question. Voilà. J'espère avoir répondu. Tu évoquais une question dont on a parlé hier, c'est la question du mal. C'est une question qui est très moderne, mais qu'on ne se pose pas assez. Moi, j'ai travaillé quand même une dizaine d'années avec des exorcistes. Je trouve la question de l'intention bonne, mauvaise, la question de la conscience, elle concerne aussi quelque chose de l'ordre, parce que chez le chaman, il y a aussi le sorcier, il y a aussi le chaman noir. Et dans le fond, aujourd'hui, on est à un carrefour. La destruction de la terre pose la question du mal. Est-ce que le prince de ce monde va, avec l'intelligence artificielle, le matérialisme, l'idolâtrie contemporaine du dieu fric et de la déesse cupidité, est-ce que ça va tout casser? Ou est-ce qu'il y a des forces positives du vivant, de la terre, que la terre va donner un grand coup d'épaule et faire déglinguer tout ça pour faire apparaître quelque chose d'une nouvelle naissance, l'ère du Verseau, enfin il y a tous ces archétypes, hein, j'entends. Et, donc exorciser la conscience, Romuald. Et quand je discutais avec les vieux chamans, ceux qui n'existent plus aujourd'hui, quand on parlait de sorcellerie, ils avaient toujours un truc qui était extraordinaire. Ils disaient « ne nourris pas ». Ne nourrit pas l'obscurité. C'est-à-dire que quand à un moment vous pensez qu'un chaman adverse par jalousie vous a mis un dagno, c'est-à-dire un sort, si tu le nourris,
Si tu commences à te dire, dès qu'il t'arrive un truc, tu le mets sur le dos du dagneau, tu le nourris. Et tu lui donnes la force nécessaire, ça peut t'amener jusqu'à te tuer. Voilà. Donc, faut pas nourrir ça. Chez les aborigènes, il y avait l'histoire de la sorcellerie du pointement de l'os. Ça tuait les aborigènes, ça tuait pas les blancs. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire d'adhésion, en fait. Et le mâle, c'est comme une espèce de glu. Une fois que le chewing-gum s'est collé, si on lui donne à manger, il grossit et il finit par vous envelopper ou vous étouffer. Et j'aime bien cette notion de qu'est-ce qu'on donne à manger au mâle. Là, le mâle, en ce moment, sur Terre, il est très bien nourri. Il est même très gras. Voilà. Donc, il faut peut-être qu'on imagine une cure d'amaigrissement, peut-être, je sais pas. Si on emploie. Juste à l'inverse, la prière, du coup. On va y revenir. Manière de projeter. Bien sûr. Si on est assez à prier pour que la terre aille mieux, que Trump soit destitué, je sais pas quoi, ça pourrait se réaliser. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui font basculer, si vous voulez, effectivement, toute cette potentialité quantique vers quelque chose de meilleur, ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ces questions. Depuis le Covid, il est évident qu'il y a plein de gens qui ont trouvé un sens à leur vie en se disant, tiens, il y a une vie après le travail. Il y a une vie après le boulot, il y a des enfants, j'ai une famille, j'ai du temps pour moi pour réfléchir. Quel est le sens de ma vie, du coup, si ce n'est ces routines infernales ? Parce que le vrai monstre, c'était ça aussi. Le vrai monstre, pour moi, c'est la routine. C'est métro, boulot, dodo, emmener les enfants à l'école, le système qui leur permet de... Enfin, c'est la garderie, en même temps, c'est le système de formatage du système pour le système. Donc, je suis un peu dur avec l'éducation, mais j'ai du passif. Je ne vous ai pas expliqué ça aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais et voilà, donc... je pense vraiment qu'à ce moment-là, il y a eu pour beaucoup de gens, dans ces moments de confinement, il y a eu beaucoup de souffrance, bien évidemment. Mais il y a des gens qui ont aussi essayé de voir un peu la lumière qui pouvait passer à travers l'ombre à ce moment-là. Voilà. D'autres questions ? Merci. Oups, oui. Merci pour la conférence. Est-ce qu'il y a une expérience collective qu'on pourrait vivre là, maintenant, ensemble ? À cette heure-ci, non. Après presque 2000 km en 48 heures. Non, mais vous pouvez réaliser... Je prépare une grande expérience collective. À travers mon prochain livre, je veux vraiment créer une grande expérience collective pour vraiment pouvoir prouver, cette fois-ci scientifiquement, au-delà de mon histoire de jeu de résistance ludique, je veux vraiment quand même créer une expérience scientifique qui puisse essayer de prouver cette influence du futur sur le vivant, parce que ces implications en santé, en médecine, même en médecine de la longévité, sont absolument extraordinaires. Donc peut-être que je viendrai reparler de cette expérience-là si Jacques m'invite avec l'association, ça sera un grand plaisir et on fera quelque chose à ce moment-là, bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Alors, vous avez parlé de la relation entre la rétrocausalité et le rêve. Mais est-ce qu'il y a une relation aussi entre la rétrocausalité et le sentiment de déjà-vu ? Est-ce qu'il y a un rapport et lequel ? Alors, pas pour moi. Le déjà-vu, pour moi, je pense que c'est quand même... Peut-être Mario peut en parler plus que moi, mais pour moi, c'est quand même un phénomène cognitif, à mon sens. Et je ne l'applique pas forcément à la rétrocausalité. Voilà, je sais que ça a été utilisé dans la mythologie contemporaine, dans beaucoup de films, comme étant justement des points qui permettent de se rendre compte qu'on est dans l'illusion de la Maya. Mais moi, je l'utilise pas je l'ai pas abordé dans mon travail, en fait, ce sujet-là, pour être honnête. Peut-être que ça mériterait d'être creusé, mais je n'ai qu'une vie et j'essaye de faire le mieux que je veux. Mario, moi, en neurologie, on m'a appris que c'était un phénomène temporal profond. Tu confirmes ? C'est ce qu'on m'a appris aussi. Mais j'ai des gros doutes. Le doute subsiste. Question suivante. Une petite question ? Voilà. Courageux. Je me disais, on va aller boire des bières, ben non. Alors, merci. En fait, ça va être un peu ésotérique, mais je suis un fan de Jung depuis longtemps, mais après, j'ai aussi lu un gars qui s'appelle Steiner.
Fait Steiner, en fait, ce qu'il explique par rapport au matérialisme, c'est le monde arimanien, et puis le monde de l'esprit, c'est le monde luciférien. Et en fait, voilà, ces entités arimaniennes donc, sont un peu matérialistes, et puis en fait, je me dis, bon, ça tient pas la route, ça a l'air tellement bizarre, et puis en fin de compte, ça me titille quand même. Est-ce que vous avez je sais pas, un avis par rapport à ça, de se dire qu'il y aurait des entités qui nous poussent à devenir de plus en plus matérialistes, et puis il y a heureusement une résistance. Et qu'est-ce que Steiner peut encore nous apprendre, ou enfin, voilà, un siècle plus tard? Merci. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Steiner, mais ce que je sais quand même, c'est que pour moi, ces entités négatives, ou ces esprits, ou ces démons, comme on les appelle aussi dans la... Il y a plusieurs définitions du démon. Il y a le démon et le daimon, ça c'est pas la même chose, mais moi je pense qu'il y a quand même des influences, c'est clair. Quand je reprends mon cas, par exemple, de mon démon matérialiste, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Et même dans les recherches en parapsychologie sur lesquelles j'ai travaillé, il y a l'effet trickster. Hein, le trickster, quand même, c'est ce qui fait en fait que beaucoup de phénomènes comme les ovnis, les poltergeists, tout ça, il y a ce phénomène d'élusivité, c'est-à-dire que vous pensez pouvoir saisir le truc et c'est pas possible. C'est pour ça que les chamans, pour approcher un esprit, dans les chants Icaros par exemple, ou dans les chants des Charanawa par exemple, ce sont des chants qui sont complètement elliptiques. Ils ne visent jamais directement l'objet qu'ils définissent. Jamais. Là, en l'occurrence, c'est pas un objet, c'est un sujet, mais on y va par périphérie. On tourne autour. On prend des métaphores pour essayer de t'approcher au plus près. Hein, parce que si on est frontal, soit il y a un effet d'élusivité, ça disparaît, ou soit il y a un effet qui est un effet nocif. Hein, donc c'est mesurable, ça, quand même. Donc voilà, moi je pense qu'il y a le trickster dans l'ouvrage collectif qu'on a réalisé avec Laurent Kasprovis, qui est sociologue, qui s'appelle Phénomène, qui est préfacé d'ailleurs par Bertrand Meeus. Moi je parle de la synchronicité dans ce bouquin, mais il y a aussi Patrice Harper, qui est un Anglais qui a beaucoup travaillé sur les notions de daimon par rapport à l'imagination, la réalité, l'unus mundus, hein, tous ces concepts issus de l'alchimie de la Renaissance. Et c'est fascinant parce que ce livre, en fait, parle d'ufologie, de phénomènes parapsychologiques, aussi de poltergeist, et montre bien, en fait, tout ça. Voilà. Bonne lecture aussi. Peut-être donner une information, au mois de mai, il y aura le centenaire du Goethenaum, et il y aura 3 conférences à Lausanne, et je donne une conférence à 2 voix avec Bodo von Plato, qui est le philosophe de référence pour Goethenaum, et on va parler justement de la vision de Steiner sur la grande conscience et sur ce que la nouvelle médecine pourrait, dans le fond, retrouver. Moi, je suis un disciple de Paracels, donc il y a plein de choses sur l'astre qui nous traverse, enfin, le unus mundus des alchimistes. Donc on est en plein dans ce 21e siècle du déploiement. Et c'est maintenant. Soit on est dans le matérialisme technocratique, on va dans le mur, soit on explore la conscience. C'est maintenant. Suivant. Merci d'être là. Je profite. Comment vous utilisez la rétrocausalité dans votre quotidien pour créer votre futur, concrètement ? Moi, en fait, j'ai posé des intentions assez simples, des intentions de santé, des intentions de bonheur, voilà, d'être en harmonie avec des gens que j'aime, et puis surtout aussi, j'ai rajouté dans mon intention d'être dans une nature en harmonie. Parce que quand je fais ça, je fais pas qu'une intention égotique. Je fais une intention qui a une dimension sociale. Je fais une intention qui a aussi un lien biosphérique. Et ça, c'est important parce que quand vous avez une intention comme ça, elle est forte en fait. Elle paraît simple, mais elle est très forte. Et ensuite, moi, je pratique une synchronicité par mois, que j'appelle ça une synchronicité hygiénique d'entretien, parce que au final, elle me permet d'accrémenter sur le futur. C'est comme une protection en fait. Voilà. Alors non, j'ai essayé ça. Ça marche pas du tout. Mais j'y ai travaillé. Hein. J'y ai travaillé à ça. Mais c'est vrai en plus. J'ai travaillé avec un groupe de recherche là-dessus. Pardon. Pardon, mais pourquoi aller dans le passé ? Et je vais pas dans le passé.
Je projette mon attention dans le futur. Là, c'était 30 ans dans le futur. Quand je serai arrivé 30 ans dans le futur, dans mon intention pleinement réalisée, ce que je ferai, c'est que je vais me remémorer un certain nombre de synchronicités, surtout les premières. Comme ça, je boucle. Je boucle l'Ouroboros. Je boucle le serpent. Voilà, comme disait Ernesto. Moi, j'ai acquis votre jeu il y a déjà un bon moment de ça. Je l'ai utilisé, mais je voyais pas trop à quoi il me servait dans le quotidien. Alors, est-ce que c'est ces fameuses synchronicités hygiénistes, simplement? C'est ça. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais elles sont pas qu'hygiéniques, parce que ça serait mentir de dire ça, parce que chaque synchronicité, en fait, quand même, redonne de l'information sur votre intention. Et vient même recalibrer certaines lignes de temporalité, ce qui permet, au final, de laisser quand même de l'imprévisibilité. Parce que sinon, on pourrait penser que la pratique des synchronicités volontaires, ça serait un acte de contrôle absolu, un truc démiurgique sur le destin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en fait plutôt, moi je vois ça comme une espèce de reliance, d'adhésion à un processus vital. Je pense, mais ça c'est qu'une hypothèse que moi j'aimais. Là, on essaie de le développer dans le prochain bouquin avec Jocelyn Morisson. Je pense que la vie est rétrocausale, elle est apparue. On cherche son origine dans le passé, en fait elle s'est auto-créée à partir du futur. Tous les grands mythes des traditions premières montrent un être qui s'est auto-engendré lui-même au départ. Et c'est peut-être ce que fait d'ailleurs cette conscience dans l'idéalisme que parle Kastrup. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en fait, lui permet cette espèce d'auto-réflexion générale, globale, en fait, sur lui-même. Il y a une très belle image d'un saint soufi persan du Moyen-Âge qui disait, en fait, il peut exister un être unique qui pourrait être Dieu, qui pourrait être symbolisé par une bougie, et cette bougie vient se refléter dans une infinité de miroirs. Chacun de ces miroirs, c'est un nous. Au moment de la mort, quand le miroir se casse, qu'est-ce qui se passe? C'est juste un acte de conscientisation, un déplacement, c'est-à-dire que cette conscience qui est brisée là, qui ne se reflète plus ici, elle revient juste à sa source, au centre. C'est comme se réveiller d'un rêve, en fait. Ernesto m'avait dit un jour, parce que moi j'étais un super flippé aussi de la mort, il m'avait dit, écoute, tu m'énerves, parce que tu flippes toute ta vie avec ça, et tu meurs tous les soirs. Quand tu t'endors et que tu rêves et que tu travailles le matin, c'est comme si tu mourais, que tu ressuscitais tous les jours. Il dit, ça te va, ça, comme explication? Et j'avais dit, oh, voilà. Peut-être juste par rapport à l'intérêt des synchronicités. Enfin, en tant que, moi personnellement, je suis dans le soin, enfin, la clinique. Je trouve que la question de la portée du sens, quand même, enfin, il y a deux choses, il y a deux intérêts quand même majeurs que je peux retrouver aux synchronicités, qui sont du sens que ça amène, et donc du soin finalement. Hein. Quand on redonne du sens à ce qui est absurde, vous parliez du mal qui grossit. Je pense que un des aspects fondamentaux de ça, c'est du mal, c'est ce qui n'a plus de sens, pas de sens ou plus de sens, c'est l'absurdité. Donc redonner du sens, c'est hautement thérapeutique quelque part, que ça soit juste entre soi et soi, hein, ou soi et les autres. Puis le deuxième intérêt, je trouve qu'il y a une portée non négligeable aussi, c'est la confiance que ça peut redonner. Donc qui nous sommes au sein de l'univers qui nous abrite et comment justement les choses sont en lien en interaction. C'est quand même deux portées pas négligeables. Bien sûr. C'est ce que un peu je viens de dire avant, hein, quand je disais c'est hygiénique, c'est mentir, parce qu'en fait, ces synchronicités redonnent toujours du sens sur le process et du sens sur nous-mêmes. Et c'est transformant, c'est une relation aussi de feedback, hein, d'une boucle positive de feedback. Donc effectivement, il y a ça, il y a du sens sur nous-mêmes. Et puis cette reliance qu'il y a aussi dans les expériences antéogènes. On me demandait l'autre jour, il y avait un colloque, je sais plus où, on me disait, mais qu'est-ce qui soigne dans l'ayahuasca? Quelles molécules, machin, tout ça? Je dis, c'est pas les molécules. Ce qui soigne dans l'ayahuasca, c'est que les gens, ils sont d'un coup reliés au vivant. Il y a une reliance, ils sont plus seuls, ils sont dans un monde qui est connecté, relié, et c'est cette reliance-là qui soigne. Il y avait eu une étude qui avait été faite avec des polytraumatisés de la guerre en Irak, et on les avait cachetonnés, on leur donnait plein de trucs, ça marchait pas, ils ont fait des cérémonies d'ayahuasca, ils ont senti en fait qu'on les jugeait pas dans cette expérience pour ce qu'ils avaient fait, et surtout, on leur a montré qu'ils n'étaient pas seuls, mais complètement reliés à toute la nature, en fait. C'est ça qui soigne, à mon sens. Oui. Encore Alexis. Bonsoir. Je voulais juste préciser au niveau de l'appellation, ce qu'on appelle une visualisation créatrice. Hein, c'est similaire à ce que vous décrivez, c'est juste Tu parles par rapport à quoi?
par rapport à la question de poser une intention. Oui, tu peux ou tu la définis, tu peux vraiment la définir clairement pour ton futur. Mieux elle est quelque part intentionnalisée, mieux c'est. Moi je dis aux gens par contre de ne pas s'imaginer déjà comme si c'était réalisé, parce qu'on se coupe du process, si tu veux. Donc je dis, imaginez-vous quand même être un peu devant le génie de la lampe et demander que ça soit comme ça dans le futur. Et on peut mettre effectivement un certain temps, mais parce que si on est juste dans la voie de l'attraction de se dire voilà, je suis dans un futur réalisé où tout va bien, machin, en fait, on se coupe du processus qui est nécessaire. Il y a une flèche du temps, c'est ce que disait Jacques. On ne peut pas se faire, on peut pas en faire l'impasse. Cette flèche du temps, elle existe, mais on peut la boucler. C'est ça qui est intéressant. Mais on en a besoin de cette direction du temps pour pouvoir justement articuler les boucles de rétroaction. Quand on dit le temps est une illusion, c'est une connerie de dire ça. Voilà. En fait, c'est pas une connerie. C'est un truc d'Einstein qui a mal été interprété, en fait, voilà, et qui est passé dans le New Age, et voilà. Et puis du coup, j'ai collaboré avec un chaman qui disait que le fait d'imaginer qu'on va vivre simplement jusqu'à 120 ans, 140 ans, ça modifie un peu c'est comme poser une intention, hein, sans forcément que ce soit une visualisation créatrice comme on disait avant. Mais du coup, si on le fait pour le monde dans lequel on se trouve, et puis que on le voit qui va bien, et puis que les choses vont évoluer, que la conscience va s'expandre, tout ça, voilà, on sort de cette boucle dans laquelle on lutte contre le mal. Parce qu'évidemment, si on lutte contre quelque chose, ben on le génère encore plus. Puis du coup, ce serait une manière un petit peu d'aller que le monde aille mieux, en fait, pour nous tous ce soir, peut-être. Mais c'est super ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est très juste. Je vais te donner un exemple que je mets dans mon prochain bouquin. C'est un gérontologue suédois qui a fait une étude qui est fascinante, en fait. Il s'est rendu compte qu'il y a eu un boom de la longévité de personnes très âgées, même de gens malades, au moment de l'an 2000. Ils voulaient voir l'an 2000, en fait. Ça a été quantifié, si tu veux. Donc, eux, ils n'ont même pas posé une intention claire. C'était juste un truc récurrent dans leur esprit. Ils voulaient voir l'an 2000, c'était leur objectif. Et à contrario, ce qui s'est passé, c'est que après l'an 2000, il y a eu un pic de mortalité extrêmement fort de cette population, en fait. Parce qu'une fois qu'ils ont eu atteint leur objectif, pouf. Donc, effectivement, l'espoir, c'est un attracteur de rétrocausalité. Le fait de se projeter, d'avoir des objectifs. Moi, je dis souvent à des gens, mais projetez-vous un super objectif, c'est se dire, mais moi, je serai centenaire, je veux être centenaire. Voilà, c'est super, c'est centenaire en bonne santé, hein. Attention. Hein. Voilà. Je précise quand même, parce que sinon, parce que centenaire en EHPAD pendant 40 ans, oh, mon Dieu. Alors, moi, je pense qu'on a eu une soirée éblouissante, qu'on est plein de courage, d'espérance. Moi, je suis un militant pour un monde embelli par les humains. Et c'est ça qui compte. Et si cette soirée peut avoir produit un tout petit peu de rétrocausalité pour embellir le monde, alors on peut rentrer chez nous, dormir sur nos deux oreilles et revenir à la prochaine conférence qui sera celle de Christine Favert qui va nous parler des enfants qui voient les défunts. Alors rendez-vous dans un mois et merci infiniment à Romuald, il mérite des grands applaudissements. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est trop. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment. C'était une joie d'être avec vous ici. Et je tenais vraiment à venir. Et c'était génial. Et c'était physiquement, c'était du dur, mais je voulais absolument être ici. Voilà. Merci beaucoup. Super.